Une cité file à travers les terres sauvages, fuyant une horde de créatures mutantes à ses trousses. Dans ce monde post-apocalyptique infesté de créatures mutantes, l'humanité ne peut survivre qu'à bord de cités mobiles. En pillant des ressources, en dénichant des talents, et en chassant d'autres forteresses pour se renforcer, ils luttent pour leur survie. Et vous venez de devenir le seigneur de la petite ville de niveau 1, le Mangriao. Vous faites déjà face à de sérieux défis, les ressources sont rares, les talents manquent. Même vos dernières réserves d'énergie seront épuisées dans 7 jours. Alors que vous êtes au pied du mur, une mystérieuse information système apparaît sous vos yeux, ainsi que la cité mobile Welan-Ao. Démonstration d'une attaque de monstres sur la mine de Joliosi. Dans 15 minutes, un gisement de fer de niveau 1 apparaîtra à 20 km au sud-est. Aux abords des terres putrides, un convoi est piégé au milieu d'une horde de zombies. Dans 3 jours, Longjianzhu, le boss de niveau 1, apparaîtra dans la forêt de feu. Vous lisez attentivement les informations. Après un court instant d'euphorie, vous choisissez sans hésiter la deuxième option, la plus simple, et ordonnez immédiatement à votre pilote de changer de cap peu de temps après. Un filon de fer de taille moyenne apparaît à l'horizon. Le Mangriao compte actuellement 13 personnes. Vous et vos hommes travaillez d'arrache-pied pendant plusieurs heures, pour finir d'extraire tout le minerai. Cette fois, vous avez récolté 514 unités de fer de niveau 1, ce qui équivaut déjà à la récolte d'une semaine pour une cité mobile. Le travail terminé, vous retournez dans le poste de pilotage et baissez les yeux sur la troisième information du système. Vous ne pouvez vous empêcher de réfléchir, faut-il, oui ou non, sauver ce convoi ? Puisque cette information est de rareté rare, elle doit sans aucun doute avoir une grande valeur. Peut-être que ce convoi est plein de ravitaillement. Mais la pensée de la horde de zombies vous ramène vite à la raison. Les zombies sont les monstres de niveau 1 les plus courants dans les terres désolées, mais même la plus petite des hordes est extrêmement difficile à gérer. Vous ne pouvez retenir un soupir. Si seulement j'avais un canon de niveau 1, ou une mitrailleuse lourde. Après mûre réflexion, vous prenez enfin votre décision. Pilote, changez de cap. Nous mettons le cap sur les terres putrides. Ensuite, vous empruntez l'échelle et arrivez devant la petite usine de traitement du Mangriao. Lorsque vous entrez dans l'atelier et allumez l'écran de la machine, la liste de tous les objets pouvant être fabriqués s'affiche. Chaque objet indique les ressources nécessaires. Par exemple, pour forger une hache ordinaire, il faut une unité de fer. Une mitrailleuse lourde, elle, en nécessite 150 unités. Quant à la fabrication d'objets avec un niveau, comme une pioche de niveau 1 ou une lampe torche de niveau 1. Cela demande encore plus de ressources. En dehors de ça, vous pouvez aussi améliorer les composants de la cité du Mangriao, comme le blindage léger ou les chenilles de propulsion. Le système de circuit. Actuellement, les objets que le Mangriao peut fabriquer, et les composants de la cité, se comptent au total sur les doigts d'une main, à peine une vingtaine. C'est un nombre ridiculement bas. Si vous voulez débloquer plus d'objets et de composants, il vous faudra trouver un moyen d'obtenir de précieux plans de fabrication. Réfrigérateurs, ordinateurs, motos, et même des armes à feu et des canons de niveau 1. Tant que vous obtenez les plans correspondants, vous pouvez les utiliser dans l'atelier pour débloquer l'objet en question, et ainsi le produire. Les principaux moyens d'obtenir ces plans sont de tuer des monstres, de les trouver dans des caches, ou qu'ils soient générés par des points de ressources. Pour affronter la horde de zombies, vous devez cette fois être parfaitement préparé. Après quelques manipulations, vous fabriquez via l'atelier 15 obus. 2000 cartouches de mitrailleuse et 200 cartouches de pistolet, ce qui consomme directement plus de 150 unités de fer de niveau 1. Plus d'une heure plus tard, le Mangriao atteignit la lisière des terres putrides. Conformément à tes ordres, 2 personnes furent chargées de manœuvrer les canons. 4 s'occupèrent des mitrailleuses, et les 4 autres te suivirent au combat. Des dagues et des couteaux furent également distribués, dont 2 armes de niveau 1. Des couteaux ginseng d'homme sanglier. Ces 2 armes de niveau 1 provenaient de monstres tués dans les terres désolées. Tu as gardé un des couteaux pour toi, et tu as donné l'autre à ton second, Laozu. Très vite, la vigie dans le mirador s'exclama, nid de cadavres repérés à 1 kilomètre droit devant. Tu es rapidement monté au mirador. Sous tes yeux s'étendait une mer de zombies de niveau 1, impossible à dénombrer. Il y en avait bien 1 ou 2000. Tu as vite repéré le convoi piégé au milieu du nid de cadavres. Le convoi était composé de 4 véhicules tout-terrain et de 2 camions. La plupart étaient déjà renversés sur le côté. Les survivants restants se trouvaient dans 2 véhicules tout-terrain, complètement encerclés par les zombies. Face à cette scène, tu as immédiatement pris ta décision. On va les sortir de là. Quelques minutes plus tard, les mitrailleuses lourdes et les canons du Mangriao ont ouvert le feu en même temps, arrosant la marée de zombies sans relâche. De temps à autre, un obus atterrissait au milieu d'eux et explosait. En voyant ça, tu n'as pas pu t'empêcher de secouer la tête,
un goût amer dans la bouche. Cette puissance de feu était impressionnante. Mais son efficacité réelle était quasi nulle. Les balles de mitrailleuse ne pouvaient pas déchirer les corps des zombies de niveau 1. Même les obus, par leur explosion, ne parvenaient pas à détruire leur corps. Seules les armes de niveau 1 pouvaient infliger des dégâts significatifs aux monstres de niveau 1. À cet instant, la majorité des zombies, attirés par le Mangriao, avaient changé de direction et chargeaient maintenant vers vous. Tu as levé les yeux au loin. Puisque le Mangriao avait attiré l'attention de la horde, les 2 véhicules tout-terrain en avaient profité pour se libérer. Mais au lieu de s'enfuir, ils avaient accéléré pour vous rejoindre et aider à mitrailler la horde. La poursuite des zombies était d'une frénésie absolue. À cet instant précis, quelques zombies avaient déjà réussi à grimper le long de la coque du Mangriao. Vous avez immédiatement dégainé vos pistolets et ouvert le feu. Les pistolets standards étaient tout aussi inefficaces, ils ne faisaient que les repousser en raidissant leur corps. Voyant la situation devenir de plus en plus critique, tu as dégainé le couteau ginseng d'homme sanglier qui était à ta ceinture. Et tu t'es jeté dans la mêlée. Au moment où tu as abattu ton couteau, le corps du zombie devant toi a été tranché comme du beurre. Tu n'as pu retenir ta surprise. La puissance de cette arme de niveau 1 était donc si incroyable, passé la surprise, tu as massacré les zombies avec une ardeur renouvelée. Une demi-heure plus tard, le Mangriao, lancé à pleine vitesse, avait enfin semé la horde. Ce n'est qu'alors que tu t'es assis pour te reposer, soulagé. Pendant que les autres nettoyaient les débris, tu as tourné la tête pour regarder derrière vous. Les 2 véhicules tout-terrain suivaient toujours le Mangriao. Après avoir confirmé qu'aucun monstre ne rôdait dans les parages, tu as ordonné à Tang Fan d'arrêter le Mangriao. Puis, à la tête de tes hommes, vous êtes descendus au sol grâce à la plateforme élévatrice. Les 2 tout-terrains se sont également arrêtés près du Mangriao. Les portières se sont ouvertes et 6 silhouettes en sont descendues. 5 hommes et une jolie jeune femme. À en juger par leur attitude, la jeune femme semblait être leur chef. Avant même qu'elle ait pu ouvrir la bouche, tu as fait un geste de la main, je vous ai sauvé. Il me faut une récompense. Les hommes ont échangé un regard, mais la jeune femme a simplement souri. Rassurez-vous, nous savons ce que nous vous devons. Je pense que cet objet suffira à exprimer notre gratitude. La jeune femme a alors sorti un objet de son sac à dos et te l'a tendu. À sa vue, tes pupilles se sont instantanément dilatées. Graines de pommes de terre cœur d'orchidée. Objet de niveau 1. Une fois plantées, elles sont prêtes à être récoltées en une semaine. Tu ne t'y attendais pas du tout. Le cadeau de remerciement de la jeune fille était en fait une culture de niveau 1. Comparé aux cultures ordinaires, une culture de niveau 1 a une vitesse de croissance plus rapide et un rendement bien plus élevé. Tu pèses ce sac de graines de pommes de terre cœur d'orchidée. Avec une culture de ce niveau, l'approvisionnement en nourriture du demain ne sera plus un problème. Tu vas pouvoir recruter plus de monde. Après avoir rangé les graines, tu observes attentivement le groupe en face de toi. C'est alors que tu remarques avec stupéfaction que leur équipement est entièrement constitué d'objets de niveau 1. Même les 2 4x4 sont de niveau 1. Pas étonnant qu'ils aient survécu si longtemps à la horde. Ce convoi ne semble pas être un simple groupe de survivants, mais provenir d'une cité mobile. Ils étaient de toute évidence en mission de ravitaillement, mais ont eu la malchance de se faire piéger par une horde de niveau 1. Notre récolte dans les terres putrides cette fois-ci n'a pas été mauvaise. Merci beaucoup de nous avoir sauvés. Je suis Lynchia, la fille du seigneur de la forteresse Roland. Surpris, tu hoches la tête dans sa direction. Je suis le chef du demain. Sur ce, tu tournes les talons et pars avec tes hommes. De retour à bord du demain, tu demandes immédiatement à Laozu et aux autres de semer les graines de pommes de terre cœur d'orchidée. Tu restes sur le côté, te caressant le menton, l'air songeur. Une fois la première récolte de pommes de terre cœur d'orchidée faite, on pourra couper les tubercules en morceaux, pour obtenir de nouvelles semences, et les replanter. On aura alors une source de nourriture inépuisable. Cette pensée te met un peu de baume au cœur. On va pouvoir recruter plus de monde maintenant. En parallèle, tu consultes de temps à autre le système d'information. Tu veux voir si les informations ont été mises à jour. Après tout, les 2 derniers renseignements étaient déjà extrêmement précieux. Peu après, une nouvelle information finit par apparaître. Son niveau est même classé rare, de qualité épique. Cependant, en lisant son contenu, ton visage se décompose. Dans 3 mois, la zone des terres désolées sera entièrement anéantie. Jamais tu n'aurais imaginé une chose pareille. Qu'il s'agisse des monstres ou des convois de survivants, des forteresses ou même des cités mobiles, tout sera anéanti dans 3 mois. Et toi, tu es désormais le seul à savoir ça dans toute la zone des terres désolées. En voyant la classification épique de l'information, tu ne peux t'empêcher d'acquiescer, soulagé.
Cette information mérite amplement son rang. Sans cet avertissement, je serais mort dans 3 mois, sans même m'en rendre compte. Aussitôt, une question immense te vient à l'esprit. Quelle peut bien être la cause capable d'anéantir toute la zone des terres désolées? C'est alors que Laozu et les autres s'approchent. Chef, les pommes de terre cœur d'orchidée ont été semées. Les carcasses de zombies ont aussi été déblayées. Tu acquiesces d'un signe de tête. Tu t'éclaircis la gorge. Vous tombez bien. J'ai quelque chose à vous annoncer. Nous devons trouver un moyen de devenir une cité de niveau 2 en moins de 3 mois. Et de quitter la zone des terres désolées. En entendant ça, tout le monde reste figé sur place. Bien que la zone des terres désolées soit une zone de niveau 1, sa taille est comparable à celle d'un pays. C'est absurdement grand. Et la région la plus proche est la zone de la nuit éternelle. C'est une zone de niveau 2. Les ressources y sont plus abondantes. Mais les monstres y sont aussi bien plus terrifiants. Cela signifie que le demain doit avoir un équipage au complet, des ressources en abondance, et suffisamment d'amélioration de la ville. Après tout, si une cité de niveau 1 s'aventure à la légère dans une zone de niveau 2, ça équivaut à un suicide. Sauf que faire évoluer une cité du niveau 1 au niveau 2, c'est loin d'être aussi simple qu'on pourrait le croire. Il faut une quantité astronomique de ressources de premier niveau. De plus, il faut se procurer divers matériaux rares. Pour une cité de niveau 1 ordinaire, même 3 ans ne suffiraient pas forcément pour passer au niveau 2. Après avoir avalé un petit pain, tu t'allonges lentement sur un petit lit et tu affiches l'interface du système. Tu contemples en silence cette information de niveau épique, le ravitaillement de demain vient à peine de partir, et fait déjà face à un défi aussi redoutable. Au même moment, ton regard se porte sur une autre icône de l'interface. Collecte d'informations en cours, veuillez patienter. À côté de cette inscription, il y a l'icône d'un sablier en mouvement. Il semblerait qu'après chaque actualisation, le système entre dans une période de rechargement. Environ une demi-heure plus tard, l'icône du sablier se change en une coche, affichant le message « Rechargement terminé ». Prochaine actualisation des informations dans 7 heures, 59 minutes et 59 secondes. Nombre d'informations, 5. L'actualisation a été si rapide cette fois-ci, grâce aux explications de l'interface, tu apprends quelque chose. À chaque fois, le nombre d'informations et le temps d'actualisation sont aléatoires. Cependant, il existe une règle générale. Plus le temps nécessaire à l'actualisation est long, plus le nombre d'informations fournies est grand, et plus leur valeur est élevée. Si l'actualisation prend plusieurs jours, voire une semaine entière, il est même possible que des informations de niveau légendaire, encore plus précieuses que les épiques, apparaissent. J'espère que de bonnes informations apparaîtront cette fois. Après avoir veillé toute la nuit, tu es exténué. Avec cette pensée en tête, tu t'endors profondément. À ton réveil, tu ouvres le système d'information, tout excité. 5 nouvelles informations s'affichent dans l'interface. 1. Cet après-midi, la cité mobile de niveau 1, Azur, a repris des forces et a pris le contrôle d'une mine occupée par des monstres. Valeur de l'information, commune. 2. À 5 km au nord-est, il y a une source d'eau douce non polluée. Valeur de l'information, commune. 3. À 100 km plein ouest, se trouve une ville de survivants nommée Yuan Yzen, qui compte 161 habitants. 4. Il y a 4 ou 5 minutes, la cité mobile de niveau 1, le Xingong Likan, a réussi à fabriquer un canon de niveau 1. Valeur de l'information, excellente. 5. Après-demain, à l'aube, une caravane de marchands kobolds fera son apparition dans le canyon du tonnerre. Récupérez des bougies et donnez-les leur. Et vous pourrez peut-être les échanger contre quelque chose de valeur. Valeur de l'information, rare. Après avoir lu rapidement ces 5 informations, tu fronces les sourcils. Comparé à la série précédente, celle-ci est nettement moins bonne. L'information la plus précieuse n'est que de niveau rare. Mais au moins, ça confirme la règle du système. Tu te frottes les yeux, puis tu te reconcentres pour analyser ces informations. Celles qui piquent le plus ta curiosité sont la 4e et la 5e. L'arsenal du Xingong Likan est absolument stupéfiant. Une telle force de frappe lui permettrait de raser une ville entière quand bon lui semble. Au même moment, une question commence à germer dans ton esprit, pourquoi le Xingong Likan a-t-il autant de combattants? 96, un nombre si élevé. Rapidement, une hypothèse te vient à l'esprit. La grande majorité des habitants du Xingong Likan sont probablement des combattants. Leur principal mode de vie est de vivre de la guerre, en tuant des monstres, en attaquant les villes de survivants et en capturant les points de ressources, ou même en chassant d'autres cités mobiles. Cette méthode est bien plus rapide que de travailler la terre, ou de collecter des ressources.
Et ce type de cité mobile est souvent appelé une cité prédatrice. Pour l'instant, vous ne pouvez que prier en silence, en espérant ne pas tomber sur le New Redwood. Puis, vous consultez la 5e information, après-demain à l'aube, une caravane marchande de kobolds apparaîtra dans le canyon du tonnerre. Les monstres sont innombrables dans les terres désolées, et ils sont généralement hostiles aux humains. Dès qu'ils en rencontrent, ils attaquent immédiatement. Mais tuer un monstre peut vous permettre d'obtenir de l'or, des matériaux, des armes, des objets ou même de précieux plans. Cependant, les caravanes de monstres sont un cas spécial extrêmement rare. Les monstres de la caravane sont dans un état neutre. Les humains peuvent commercer et interagir librement avec eux. Le rapport des services de renseignement l'indique clairement, il suffit de donner les bougies aux kobolds, et il sera possible d'obtenir de bonnes choses en échange. Vous hochez la tête, pensif. L'entrepôt du Tomorrow contient justement 2 caisses de bougies en ce moment. Qui sait ce que vous pourriez obtenir en échange? Après avoir planifié les prochains mouvements du Tomorrow, vous vous dirigez vers le poste de pilotage. À l'intérieur, Tang Fan a activé le pilotage automatique et se repose les yeux, tandis que Lao Zu se tient à ses côtés. En vous voyant arriver, il se lève précipitamment. Xiao Fan change le cap du Tomorrow. Mais le cap au nord-est sur 5 km. Ensuite, nous irons au canyon de Waiting. Tang Fan et Lao Zu échangent un regard, leurs yeux remplis de surprise. Pour eux, comme pour tout le monde, il semble que depuis ce matin, vous vous êtes éveillé à une sorte de pouvoir spécial. Une capacité de préscience qui vous permet de connaître certaines choses à l'avance. Mais pour eux, qui vous font confiance, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Peu de temps après, sous les faisceaux des projecteurs, un lac d'eau douce contaminée apparaît. Suite à une série de manipulations de votre part sur la console, une trappe sur le Tomorrow s'ouvre, et un énorme tuyau plonge dans le lac. L'eau douce pompée sera stockée dans le château d'eau du Tomorrow. Le château d'eau peut actuellement stocker 3000 unités d'eau douce. Et ce n'est qu'un château d'eau de niveau standard. S'il s'agissait d'un château d'eau de niveau 1, la quantité d'eau douce stockable serait encore plus impressionnante. En regardant le niveau de l'eau monter progressivement, le moral de Tang Fan et de Lao Zu s'améliore. Quant à vous, vous ouvrez la carte et y notez méticuleusement l'emplacement de ce lac d'eau douce. Reposez-vous bien. Demain, on a du pain sur la planche. À l'aube d'un nouveau jour, le Tomorrow arrive à l'ouest du canyon du tonnerre. Posté sur la tour de guet, vous prenez vos jumelles. Il ne faut pas longtemps avant que vous ne repériez la caravane marchande de kobolds mentionnée dans le rapport. Le Tomorrow s'immobilise. Vous et Lao Zu, transportant les 2 caisses de bougies, vous approchez lentement de la caravane de kobolds avec quelques compagnons. Les marchands kobolds sont d'abord extrêmement méfiants. Mais en vous voyant présenter la demi-caisse de bougies, ils se mettent à discuter entre eux. Puis, tout excités, ils sautent de leur monture et courent vers vous. Vous sortez d'abord une bougie de la caisse et l'agitez timidement devant eux. Combien vaut cette bougie? Un des marchands kobolds réfléchit un instant, puis sort de son propre paquet une pierre entièrement. Ce minerai de premier niveau, d'un noir profond, c'est du minerai d'ombre. Tu n'es pas sans savoir que le minerai d'ombre est une ressource rare. Seules les veines d'ombre, des gisements rares, peuvent en produire. Une seule pépite peut se vendre très cher. Tu réfléchis un instant. Tu lui tends une demi-caisse de bougies. Et avec ça, un autre kobold se met aussitôt à fouiller dans son sac. Puis, comme par magie, il en sort un objet, un réfrigérateur de voyage portable Chanduit. Bien que ce frigo économe en énergie soit sympa, tu n'en as pas l'utilité pour le moment. Après un moment de réflexion, tu décides de tendre les 2 caisses de bougies. Et comme ça, cette fois, c'est l'effervescence totale chez les marchands kobolds. Ils se ruent tous devant toi, sortant frénétiquement des objets de leur sac. Ils veulent à tout prix faire affaire avec toi. Après un moment de confusion face à tous ces objets, tu remarques quelque chose de spécial, le plan d'un fusil d'assaut endommagé. Tes yeux s'illuminent. Une arme. Et qui plus est, un fusil d'assaut. Avec ça, la puissance de feu du demain sera considérablement augmentée. On ne sera plus aussi passif qu'avant face aux monstres de premier niveau. Même une fois l'échange terminé, tu as encore du mal à réaliser. Dire que tu as pu obtenir un objet aussi précieux avec seulement 2 caisses de bougies. Après avoir remis le plan à l'atelier de production, le projet du fusil d'assaut Lisin s'est immédiatement débloqué. Au début, tu étais fou de joie. Mais en voyant les matériaux requis pour sa fabrication, ça t'a fait mal au cœur. Fabriquer un fusil d'assaut Lisin nécessite 50 unités de minerai de fer de premier niveau. C'est vraiment hors de prix. Pour te donner une idée, l'amélioration des chenilles de propulsion de la ville ne coûte que 100 unités de minerai de fer. Mais bon, une fois le fusil d'assaut Lisin produit, tu t'en saisis avec une joie immense. Tu l'examines, ne pouvant plus le lâcher des mains.
Avec le déblocage du projet du fusil d'assaut Lisin, ces munitions se sont également débloquées dans l'atelier. Une unité de minerai de fer permet de fabriquer 15 balles. Tu dépenses 350 unités de fer pour fabriquer d'un seul coup 5 fusils d'assaut Lisin, ainsi que 1500 cartouches. En regardant les fusils et les piles de munitions devant toi, tu ressens un grand sentiment de sécurité. Mais en voyant qu'il te reste moins de 50 unités de fer, tu ne peux t'empêcher de froncer les sourcils. On va où, maintenant? Après un moment de réflexion, tu pointes une direction du doigt. Mettons le cap plein ouest. Quelques heures plus tard, depuis la tour de guet, tu lèves lentement tes jumelles. À l'horizon lointain, une petite ville apparaît. C'est ta destination, la ville de Yuani. À cet instant, de nombreux habitants de Yuani ont été réveillés par le vacarme du demain. En découvrant qu'une ville mobile se dirige vers eux, certains sont stupéfaits, d'autres sont même terrifiés. Après tout, dans les terres désolées, une petite ville avec de faibles défenses comme Yuani se situe tout en bas de la chaîne alimentaire. Alors que le demain s'immobilise, tu descends lentement au sol avec tes compagnons sur une plateforme élévatrice. Les habitants de Yuani passent la tête par les fenêtres et les encadrements de portes, vous observant avec curiosité. Le maire de Yuani est un vieil homme aux cheveux blancs. Il ne voit pas d'un bon œil l'arrivée de ton groupe. Quand tu lui as expliqué ce que tu voulais, il t'a regardé avec dégoût. Le marché de la ville de Yuani est minuscule, il n'y a qu'une seule rue. Il n'y a pas grand-chose à vendre. Tu as rapidement fait le point sur tes objectifs. Premièrement, acheter des provisions. Tu dois te procurer le plus de carburant possible dans la ville de Yuani, et du charbon, pour réapprovisionner le Mangriao. Deuxièmement, recruter du personnel. Tu as un besoin urgent d'artilleurs et de mécaniciens. En plus de ces talents, tu dois aussi recruter au moins 20 habitants. Ces derniers se chargeront des basses besognes. Troisièmement, obtenir des informations. Mais en regardant cette petite ville, tu as l'impression que tes besoins seront difficiles à satisfaire. Et pour couronner le tout, tu as moins de 100 pièces d'or sur toi au total. Les pièces d'or sont la monnaie courante des terres désolées. Une pièce d'or peut acheter un petit sac de nourriture rudimentaire, 10 pièces peuvent s'échanger contre un bidon d'essence. Ou encore un petit sac de fruits et légumes. Avec si peu de pièces en poche, tu ne peux quasiment rien acheter. Alors que tu tournes la tête distraitement, et que tu aperçois le château d'eau du Mangriao, tu as soudain une idée. Vous manquez d'eau douce? Je n'ai pas beaucoup de pièces d'or, mais je peux échanger de l'eau douce contre des provisions. À ta grande surprise, la ville de Yuani fait justement face à une pénurie d'eau douce. Ces derniers jours, plusieurs personnes ont même été blessées en partant à la recherche d'eau. Certains y ont même laissé la vie. L'arrivée du Mangriao a résolu le problème urgent de la ville de Yuani. Peu de temps après, une foule s'est massée devant toi. Après une séance de marchandage, tu as payé un total de 1000 unités d'eau douce. En échange, les provisions s'entassent devant toi comme une petite montagne. 82 unités de carburant, 126 unités de charbon. Au fur et à mesure que le carburant et le charbon sont chargés, l'énergie du Mangriao est passée de 11% à 27%. Après avoir demandé au vieux Zhou et à ses hommes de ramener les provisions sur le Mangriao, tu te frottes les mains. Tu commences à mettre ton plan de recrutement à exécution. Comme tu t'y attendais, il n'y a aucun des professionnels que tu recherches dans la ville de Yuani. En revanche, 11 habitants ordinaires ont répondu à l'appel. Après tout, pour des survivants, plutôt que de vivre dans une ville avec si peu de moyens de protection, il vaut mieux rejoindre une cité mobile plus sûre. Une fois tout le monde de retour sur le Mangriao, Suzuki et les autres nouvelles recrues du Mangriao se sont vus attribuer leur propre chambre. Ils commencent à se familiariser avec les tâches qui leur ont été assignées. À cet instant précis, tu es dans le poste de pilotage, et tu regardes le panneau d'information avec impatience. Le temps de rechargement du système est terminé. Il reste 2 jours avant la prochaine mise à jour des informations. 23 heures, 59 minutes et 59 secondes. Nombre d'informations, 6. Cette fois, le temps de rafraîchissement des informations est bien plus long que la dernière fois. Il faut 3 jours complets. Et en contrepartie, il y a une information en plus cette fois, et sa valeur a certainement beaucoup augmenté. Peut-être qu'il y aura même une information de rang S, comme la première fois. Réprimant ton excitation, tu te caresses le menton. Tu te dis que tu ne peux pas rester inactif pendant ces quelques jours. Il faut trouver un moyen de collecter des ressources. Avec l'augmentation du personnel sur le Mangriao, la consommation quotidienne de nourriture et d'eau douce a aussi beaucoup augmenté. À ce moment-là, la voix du vieux Zhou retentit de l'extérieur. Mingzhu. Sors une minute. Il y a un problème. Ton cœur rate un battement.
Tu sors précipitamment de l'atelier de production. Est-ce que des ennemis nous attaquent? Le vieux Zhou secoue la tête et explique la situation rapidement et simplement. Il s'est avéré que Liao Hongjuan, qui était de garde, avait découvert une mine, juste à côté du Demain, à une distance d'environ 800 mètres au nord-ouest. La nature sauvage abrite toute une série de gisements de ressources. Des mines, des filons, des lacs et même des champs pétrolifères. La mine est d'ailleurs le type de ressource le plus courant. On peut y extraire du minerai de fer, du minerai de cuivre, et toute une série d'autres ressources nécessaires aux cités mobiles. Une fois dans la tour de guet, tu as immédiatement saisi les jumelles. Et tu as rapidement aperçu la mine dont Liao Hongjuan avait parlé. La mine était occupée par un groupe d'hommes-serpents, ils étaient environ 40 ou 50. La grande majorité d'entre eux étaient des travailleurs hommes-serpents, ainsi que quelques contremaîtres et gardes. Les travailleurs hommes-serpents sont des monstres communs de niveau 1, tandis que les contremaîtres et les gardes sont de niveau élite. Tu as alors reposé les jumelles. Je veux prendre cette mine. Lao Zhu va chercher des renforts. Pendant que Lao Zhu partait sur le champ, tu as commencé à réfléchir sérieusement à la stratégie à adopter. Pour une cité mobile, l'attaque d'un point de ressources est loin d'être un jeu d'enfant. Il faut d'abord comparer les forces des deux camps, préparer l'armement, rassembler les hommes et choisir le bon moment pour l'attaque. 15 minutes plus tard, tu étais prêt. Tu as mobilisé 15 personnes pour le combat, y compris Lao Zhu. Parmi eux, 4 personnes étaient chargées de manœuvrer les mitrailleuses lourdes sur le Demain, pour fournir un appui-feu. Pendant ce temps, tu menais le reste du groupe à l'assaut de la mine. Tu as pris pour toi l'un des fusils d'assaut au Liesen fraîchement produit. Et tu as distribué les autres à Lao Zhu et aux autres compagnons. Voyant des ennemis approcher, les hommes serpents ont cessé le travail et sont sortis de la mine en trombe pour contre-attaquer. Tu as visé, puis ouvert le feu. Quelques secondes plus tard, tu as réalisé que tes inquiétudes étaient peut-être excessives. En tant qu'arme à feu de niveau 1, la puissance du fusil d'assaut au Liesen était impressionnante. Les corps des travailleurs hommes serpents, malgré leur apparence robuste, n'étaient rien de plus que du papier mâché, déchiqueté en un instant par les balles. Quant aux contremaîtres et aux gardes de niveau élite, ils ne pouvaient encaisser qu'une ou deux balles supplémentaires. Après la première rafale, une bonne partie des hommes serpents avait déjà été fauchés. Après une deuxième rafale, le moral des hommes serpents s'est complètement effondré. De nombreux hommes serpents ont tourné les talons pour s'enfuir. Tu n'as subi aucune perte. Tu as ainsi conquis la mine sans effort. Après avoir confirmé que la mine était sécurisée, et qu'il ne restait plus aucun homme serpent en vie, tu as fait un signe de la main en direction du Demain. Les nouveaux résidents, pioche à la main, ont pris la plateforme élévatrice pour descendre dans la mine et commencer l'extraction. Pendant ce temps, tu as commencé à fouiller les cadavres des hommes serpents. Après tout, tuer des monstres rapporte du butin. Les travailleurs hommes serpents n'ont laissé tomber que quelques pièces d'or, et quelques morceaux de minerai de fer et de tissu. En revanche, les contremaîtres et les gardes de niveau élite avaient un meilleur butin. Certains ont laissé tomber 30 pièces d'or d'un coup, d'autres, 10 unités de minerai de fer en une fois. Mais à ta grande surprise, tu as aussi trouvé un plan de fabrication en fouillant le corps d'un garde homme serpent. Plan, sèche-cheveux. Passé la surprise, tu as trouvé ça un peu ridicule. L'approvisionnement quotidien en eau douce du Demain suffit à peine pour boire, alors se brosser les dents ou se laver le visage est déjà un luxe. Sans même parler de se laver les cheveux. Mais bon, un plan de fabrication précieux, ça ne se refuse jamais. Pour augmenter l'efficacité, tu as décidé de faire participer les combattants de tout à l'heure à l'exploitation de la mine de Ekuanglu. La taille de ce gisement n'est pas un problème. Selon tes estimations, elle peut produire environ 2 à 300 unités de fer, ainsi qu'un peu de minerai de cuivre et de salpêtre. Au moment où tu retournais sur le Main Gris, pour boire de l'eau et te reposer dans le poste de pilotage, la voix de Liao Hongjuan retentit soudain dans l'interphone. Sa voix était extrêmement tendue, c'est pas bon. Une cité mobile fonce droit sur nous. Tu as immédiatement ordonné aux ouvriers qui extrayaient dans la mine d'évacuer sur le champ et de se mettre en position au poste de mitrailleuse lourde. Tu as soupiré, complètement dépité. Le filon que tu venais de capturer n'avait même pas encore été entièrement exploité. Et voilà qu'une cité mobile débarque. Il faut dire que le Main Gris n'a plus un seul obus. Et avec la seule puissance de feu des mitrailleuses lourdes, difficile de faire le moindre dégât à une cité mobile. Mais c'est à ce moment-là que l'exclamation surprise de Liao Hongjuan s'est fait entendre. La cité cible s'est arrêtée à 1 kilomètre. Juste après, tu as entendu la sirène de cette cité mobile retentir. Le signal, 2 coups longs et un court, signifiait une demande d'échange pacifique. C'est l'un des signaux de communication convenus entre les cités des terres désolées. Les cités mobiles n'ont pas de canal de communication public. Avec le temps, elles ont donc développé cette méthode de communication par coups de sirène longs et courts. Mais tu restais méfiant. Après tout,
Le moyen le plus rapide pour une cité mobile de se développer, c'est d'en dévorer une autre. Si tu réussis ton coup, toutes les ressources de l'adversaire deviennent tiennes. Et le plus crucial, c'est que tu peux accéder à leurs ateliers de production, pour piller tous leurs plans de conception et leurs projets de fabrication. Mi-sceptique, mi-curieux, tu es monté à la tour d'observation et tu as pris tes jumelles pour observer la cité mobile. Cette cité, couverte de cicatrices, était de la même taille que le Mingri. C'étaient toutes deux des cités de niveau 1. En te remémorant les informations que tu avais vues auparavant, tu as compris que cette cité de niveau 1 devait être le Weyland. À cet instant, pour montrer patte blanche, l'adversaire a coupé ses moteurs de son propre chef et a retiré ses canons et ses mitrailleuses lourdes. Ensuite, ils ont envoyé un véhicule tout-terrain qui s'est arrêté à 300 mètres du Mingri. Les deux personnes qui en sont descendues se sont mises à vous faire de grands signes de la main. Tu as alors envoyé Laozu avec quelques hommes à leur rencontre. 10 minutes plus tard, Laozu est revenu avec des nouvelles. Apparemment, le seigneur du Weyland voulait faire un marché. Après une brève réflexion, tu as décidé d'y aller. Tu es descendu pour discuter avec eux. Le seigneur du Weyland a été le premier à tendre la main. Il est allé droit au but pour expliquer la raison de sa venue. Il s'est avéré qu'il manquait cruellement d'eau. Ils avaient un besoin urgent d'acheter des ressources en eau douce. Après une bonne séance de marchandage, tu as échangé 600 unités d'eau douce, contre 300 unités de minerai de fer et 50 unités de salpêtre. De plus, quand ils ont appris que tu pouvais fabriquer des armes à feu de niveau 1, ils n'ont pas hésité à utiliser un précieux plan de canon de niveau 1, pour l'échanger contre 6 armes à feu de niveau infini. Le canon double l'iodine possède un effet spécial. Lorsqu'il touche une cible, il applique un effet de gel qui la rend également plus vulnérable. Le minerai de givre nécessaire à sa fabrication ne peut être extrait que des filons de givre, un type de gisement rare. De plus, le cristal de givre n'apparaît que dans la partie supérieure des filons de givre. Les chances d'en trouver sont extrêmement faibles. Mais heureusement, tu disposes du système d'information. Trouver un filon de givre devrait être un peu plus facile. Une fois la transaction terminée, dans un grand vrombissement, le Yulang disparaît dans un nuage de poussière, et toi, tu ordonnes de poursuivre l'extraction. Quelques jours plus tard, depuis la tour de guet, tu contemples le Mingriao avec inquiétude. Le compte à rebours avant la destruction des terres désolées a commencé, il reste moins de 3 mois. Le Mingriao doit évoluer plus vite. Tu affiches le panneau de contrôle. Une nouvelle série d'informations vient d'être mise à jour. Les 5 premières infos sont déjà clairement affichées, mais la dernière, une information de niveau épique, est encore en cours d'actualisation. À 190 km au sud-ouest, il y a un filon de fer. On estime qu'on peut en extraire 150 unités. Dans les bas quartiers de la forteresse Roland, l'apprenti Ningwen de l'atelier de réparation va être renvoyé. C'était un ancien artilleur. Le Zhengfu Zhao achète de la soie d'araignée de lave à prix d'or. À 45 km plein nord, se trouve une ville d'hommes sangliers de niveau 1. Et à 60 km plein sud, dans une minute, un gisement de foudracier de taille moyenne va apparaître. Cette 5e information fait battre ton cœur à tout rompre. Un gisement rare, et de taille moyenne, en plus. Si j'arrive à extraire tout ce minerai, ce sera le jackpot. Ce gisement de foudracier qui apparaît dans une minute, et à seulement 60 km d'ici. Il faut faire vite, chaque seconde compte. N'importe quel convoi de survivants ou cité mobile dans les parages pourrait nous devancer. Tu ordonnes immédiatement au duo shootant de foncer plein sud à toute vitesse. 1 heure plus tard, le Mingriao arrive à destination. En voyant ce gisement d'un bleu profond, parcouru d'éclairs en surface, tu pousses un long soupir de soulagement. Aussitôt, tu ordonnes à tout le monde à bord du Mingriao de laisser tomber ce qu'ils font. Prenez vos pioches et allez miner. Après 2 ou 3 heures de travail acharné, le gisement de foudracier est enfin entièrement exploité. Alors que tes hommes se replient avec le minerai, l'atmosphère se détend enfin à bord du Mingriao. Cette fois-ci, on n'a extrait pas moins de 483 unités de foudracier. Seul regret, ce gisement ne contenait aucun cristal de foudre. Tu décides de trouver un endroit pour vendre immédiatement ce lot de minerais rares. Mais à peine le Mingriao s'est-il remis en route, que la voix de Liao Anjuan retentit dans le porte-voix du poste de pilotage. Une forêt rouge-feu à 800 mètres au nord-est. On détecte une activité de créatures géantes. Tes pupilles se contractent. Tu te précipites vers la tour de guet. Dans les jumelles, une forêt d'un rouge flamboyant s'offre à ton regard. Tu comprends aussitôt que c'est la forêt vivante mentionnée dans les informations. Dire qu'on est tombé dessus par hasard en venant miner, c'est un sacré coup de chance. L'instant d'après, une silhouette pourpre, aussi grande qu'une colline, jaillit de la forêt. C'est bien elle,
la reine sanglier de lave, le boss de zone. Elle est entourée d'une marée d'araignées de lave. Pas mal. Ainsi que 4 gardes araignées de niveau capitaine d'élite. Tu fixes la reine sanglier sans scier. C'est un boss de zone extrêmement rare. Elle peut laisser tomber un objet de niveau 2. Mais avec la puissance actuelle du Mingriao, l'affronter serait un suicide. Tu ne peux que détourner le regard à contre-cœur et ordonner au Mingriao de battre en retraite à toute vitesse. Cependant, peu de temps après, un autre imprévu survient. Le Mingriao tombe sur un convoi. À travers les jumelles, tu reconnais la personne en tête, c'est Lingxia, que tu as sauvé à Shishao. Quelle coïncidence! Mon sauveur. On vient juste de finir notre exploration et on rentre à la forteresse. Lingxia baisse sa vitre, te fait un signe de la main et t'invite chaleureusement, si tu as besoin de faire des réparations ou de te réapprovisionner. Tu es le bienvenu dans notre forteresse Roland. Une idée te traverse l'esprit. C'est l'endroit parfait pour écouler ce stock de foudrassier. Profitons-en pour faire le plein de provisions, ça tombe bien. On pourrait aussi recruter cet artilleur du quartier inférieur. 3 heures plus tard, le demain, suivant le convoi de Lingxia, est arrivé à la forteresse Roland, implantée au cœur de la zone minière. Tu as été stupéfait en découvrant l'intérieur de la forteresse Roland. Plus qu'une forteresse, on aurait dit une ville mobile dont on aurait retiré les pneus et les chenilles. Installée sur place, et dotée de défenses stupéfiantes. Sur les murailles de plusieurs dizaines de mètres de haut, les tourelles de canon se dressaient comme une forêt. Dans le monde des terres désolées, les villes mobiles sont divisées entre la faction nomade et la faction forteresse. L'avantage de la faction forteresse est d'avoir un espace intérieur plus vaste, mais au prix de la perte de mobilité, ce qui la condamne à rester au même endroit. Il est donc difficile de les améliorer. Mais avec Lingxia, la fille du seigneur, pour vous introduire, ton groupe et toi avez pu circuler sans encombre dans la forteresse Roland. C'est alors que tu as remarqué une brèche dans la muraille. Remarquant ton interrogation, Lingxia t'a aussitôt donné une explication. La forteresse des chiens de chasse écarlate a toujours convoité nos ressources et a lancé plusieurs attaques. Voilà les traces laissées par leur artillerie de niveau 1. Ensuite, mené par Lingxia, votre groupe s'est dirigé vers le marché de la forteresse Roland. En chemin, tu as découvert par hasard une autre ville mobile. Cette ville mobile était stationnée près de l'usine de traitement, et son apparence était des plus imposantes. Mais le plus surprenant, c'est que cette ville mobile était en fait équipée d'un canon de niveau 1. Un canon de type vent, avec un effet additionnel. La cible touchée subit un effet de ralentissement pendant un certain temps. Lingxia a remarqué ton regard et a aussitôt commencé les présentations, voici le conquérant. C'est un partenaire de notre forteresse Roland. D'habitude, il vient ici pour vendre les provisions qu'il a collectées dans les terres sauvages. Le conquérant. N'est-ce pas la ville mobile mentionnée dans les renseignements, celle qui cherche de toute urgence de la soie d'araignée de roche en fusion? Tu n'y avais pas prêté plus attention à l'époque, mais tu ne t'attendais pas à tomber dessus ici. Tout en discutant, le groupe est arrivé au marché. Tu as rapidement, pour le prix de 12 075 pièces d'or, liquidé tout le minerai de foudre. Mais l'argent n'a même pas eu le temps de chauffer dans ta poche. Que tu avais déjà dépensé avec Fast la quasi-totalité de la fortune que tu venais de gagner. Non seulement tu as acheté 600 unités de charbon et des graines de culture de niveau 1, du blé Aurore, mais aussi le très coûteux plan de conception du véhicule tout-terrain de niveau 1. C'est l'élément clé pour former une flotte de reconnaissance et lancer des raids sur les points de ressources. Après avoir fait le plein de provisions, tu as commencé à essayer de recruter de nouveaux résidents dans la forteresse. Mais cette fois, personne ne s'est montré intéressé. En effet, comparé à une ville mobile, le confort d'une forteresse surpasse de loin les aléas d'une forteresse nomade. C'est alors que tu as repéré le département de la maintenance. Et à son entrée, ce jeune homme a l'air abattu. Une idée t'a traversé l'esprit. Ce doit être l'artilleur renvoyé dont parlaient les renseignements. Après une brève discussion, tu as appris qu'il s'appelait Mingwen. Il y a quelques années, il avait également été artilleur stagiaire pour la forteresse, mais il a été renvoyé au bout de moins de 2 mois. En apprenant la raison de ta venue, il a rejoint le demain sans la moindre hésitation. Après tout, les jeunes ont toujours envie de partir à l'aventure. Sur le chemin du retour avec Mingwen, tu as vu une ville mobile familière entrer lentement par la grande porte. C'était l'Azur, avec qui tu avais déjà fait affaire. Tout comme le conquérant, l'Azur a commencé à décharger ses marchandises dès son arrivée, se préparant à aller au marché. Dire que l'Azur est aussi un partenaire de la forteresse Roland, je ne m'y attendais pas. Après que Li Jing, la seigneuresse de l'Azur, t'ait brièvement salué. Tu as observé les 3 villes mobiles coexistant pacifiquement dans la forteresse, et une idée a jailli dans ton esprit. Je pourrais leur vendre les infos sur le marquis araignée de lave. Mais à bien y réfléchir. Ce sont toutes des cités de niveau 1, et elles combattent seules.
Une cité de niveau 1 qui affronte un boss sauvage. C'est quasiment un suicide. Mais si on s'alliait? Pour le Seigneur de l'Azur, après sa défaite, sa puissance est diminuée et il a un besoin urgent de se refaire une santé. Et une alliance à 3 lui en donnerait l'occasion. Il y a donc de fortes chances qu'il accepte. Quant au Seigneur du Conquérant, il a justement un besoin urgent de soie d'araignée de lave. Il est donc très probable qu'il accepte aussi. Et en ce qui me concerne, tout ce que je veux, c'est cet objet de niveau 2 que le boss sauvage laisse tomber. Tout le reste du butin peut leur revenir. Une demi-heure plus tard, tu as utilisé l'Inxia pour convoquer les 2 seigneurs à une réunion. Après avoir appris la nouvelle de l'apparition d'un boss sauvage, le marquis araignée de lave. Une lueur de frénésie est apparue dans les yeux des 2 seigneurs. C'est alors que tu leur as exposé ton plan. En entendant ça, Li Jing et les Jian ont eu un rictus. Juste l'objet de niveau 2, qui ignore la valeur d'un objet de niveau 2 pour une cité mobile de niveau 1. En même temps, ils ont soupiré intérieurement. Après tout, c'est toi qui détiens les informations sur le boss sauvage. Après un moment de délibération, les 3 parties ont finalement conclu un accord. Après quelques instants de préparation, la porte gigantesque de la forteresse Roland s'est ouverte lentement. Les 3 cités se sont mises en marche simultanément, en direction des terres sauvages. Tu te tiens près du garde-corps, le regard fixé en direction du feu et de la forêt. D'ici peu, une grande bataille va éclater. À cet instant, tout l'équipage du demain se prépare fébrilement. Une fois arrivé à destination, le marquis araignée de lave. Ce boss sauvage était déjà sur ses gardes, émettant un sifflement méfiant. La légion d'araignées qui l'entourait grouillait comme de la lave en fusion. C'est alors que le demain a retenti 3 longs coups de sirène. C'était le signal de l'attaque. En un instant, les canons des 3 cités mobiles ont craché leur feu simultanément, submergeant le marquis sous un déluge d'explosions. Le canonnier, Ling Wen, afficha un sourire excité. Mais comme le veut la règle du beaucoup de fumée, 0 dégâts. Une fois la fumée dissipée, les araignées de lave et les gardes araignées avaient subi de lourdes pertes. Mais le marquis, lui, était quasiment indemne. Ton expression s'est assombrie. Après tout, ces monstres sont des aberrations de rang élite. Pour leur infliger de réels dégâts, il faut des armes de niveau 1. Enragé, le marquis a chargé, et la distance entre nous et lui s'est réduite à vue d'œil. Le marquis araignée de lave a violemment frappé le sol, et son corps, grand comme une colline, s'est envolé dans les airs. Franchissant plus de 500 mètres, il s'est approché des 3 cités en un instant. Aussitôt, une pluie de balles et d'obus s'est de nouveau abattue sur lui. Le marquis araignée de lave a continué d'avancer à toute vitesse sous le feu ennemi, la distance se réduisant de plus en plus. Au moment critique, le canon vampire de niveau 1 du conquérant a fait feu. Une violente explosion a secoué le marquis, et l'une de ses pattes latérales a été arrachée net. En même temps, ses mouvements sont devenus plus lents. C'est l'effet spécial du canon vampire. De toute la puissance de feu des 3 cités mobiles, seule une arme pouvait contenir ce boss sauvage, le marquis araignée de lave. Il s'agissait du canon de niveau 1 du conquérant. Cependant, la seconde d'après, le marquis a réagi vivement. On l'a vu projeter des fils de soie cramoisis et visqueux, telle une tourelle. Ces fils résistants ont instantanément entravé les roues et les chenilles des 3 forteresses. Ce revirement soudain a stupéfié tout le monde. Au même moment, l'essaim d'araignées a déferlé en masse. Le demain et l'azur ont alors ouvert le feu frénétiquement. Ils ont déversé un torrent de feu sur la horde. La mission des 2 cités mobiles était d'éliminer les sbires. Quant à la reine araignée de lave, c'est le conquérant et son canon de niveau 1 qui s'en chargent. Sur le pont du Main Gris, tu mènes les chongrans armés de fusils d'assaut Listen. Vous ouvrez le feu frénétiquement sur l'essaim d'araignées. En tant qu'arme à feu de niveau 1, la puissance du Listen surpasse de loin celle des mitrailleuses lourdes et des canons ordinaires. Les araignées de lave en première ligne sont décimées en un instant. Profitant de la couverture offerte par l'immense marée d'araignées, plusieurs gardes araignées d'élite, de la taille de camions, chargent avec férocité. L'une d'elles fait preuve d'une capacité de saut stupéfiante et s'écrase lourdement sur le pont du Wellan. Sa gueule hideuse crache un venin semblable à de la lave, faisant fondre instantanément un canon à proximité, ainsi que l'artilleur qui n'a pas eu le temps de réagir. Heureusement, les combattants sur le pont ont réagi avec une vitesse foudroyante. 4 fusils Listen ont concentré leurs tirs et l'ont abattu. Les 3 cités mobiles. Les toiles d'araignée s'enroulaient autour des chenilles et des pneus du Lin Riao. Au moins, grâce à l'intervention de Tang Fan, le Main Gris a déjà réussi à se libérer des toiles. Mais tu n'as pas ordonné la retraite immédiate, car le Wellan n'a pas encore retrouvé sa mobilité. Hors de question d'abandonner un allié. Ton regard se tourne de l'autre côté. Le conquérant est en plein combat acharné avec la reine araignée de lave. La reine, de toute évidence, considère le conquérant, la plus grande menace, comme sa cible prioritaire.
Elles crachent frénétiquement des toiles épaisses et collantes. Plusieurs canons et mitrailleuses lourdes sont neutralisés par les toiles. De nombreux combattants sont également piégés dans les filets gluants, incapables de bouger. Seul ce précieux canon de niveau 1 continue de faire feu sans relâche, ouvrant sans cesse de nouvelles blessures sur le corps massif de la reine, la forçant à ralentir de plus en plus. L'espoir renaît soudainement en toi. Tu cries, tenez bon. On peut gagner. En cet instant de vie ou de mort, les trois cités ne retiennent plus leur coup. Toutes les munitions sont déversées comme si elles ne coûtaient rien. Le rugissement des armes et des canons est assourdissant. Après un temps qui semble une éternité, la marée d'araignées, qui paraissait sans fin, est finalement anéantie. Une fois libérés, le Mingri et le Wélé ne perdent pas une seule seconde. Ils redirigent immédiatement leur puissance de feu pour soutenir de toute leur force le conquérant, qui est en grand péril. Voyant les renforts arriver, le seigneur du conquérant, Legian, pousse un long soupir de soulagement. Mais son artilleur affiche une mine déconfite. « Seigneur, il ne reste plus que 3 obus pour le canon Feng Shi de niveau 1. » Le visage de Legian devient livide en un instant. En tant que canon de niveau 1, les obus du canon Feng Shi ne peuvent pas être fabriqués avec du minerai de fer de niveau 1. Ils nécessitent du minerai Feng Shi de niveau 1. Chaque obus requiert 10 unités de minerai Feng Shi et une unité de matériaux supplémentaires. Étant un minerai rare, le minerai Feng Shi est très difficile à trouver. Parfois, même à prix d'or, il est impossible de s'en procurer. Le conquérant ne possédait en tout que 11 obus Feng Shi. Cette fois, la perte est colossale, soupira lourdement Legian. Son regard devint aussitôt résolu. Assez d'économie. Tirez les 3 derniers. C'est l'heure de l'affrontement final. Les 3 cités, toutes leurs mitrailleuses lourdes et leurs canons, ainsi que tous les combattants sur les ponts armés d'armes de niveau 1, concentrent toute leur puissance de feu en un torrent dévastateur, submergeant complètement la reine araignée de lave. Bien qu'elle soit déjà à bout de souffle, ce terrifiant boss sauvage, grâce à sa vitalité redoutable, a tenu bon pendant plusieurs minutes. Jusqu'à ce que le conquérant épuise ces 3 derniers et précieux obus Feng Shi. La reine araignée de lave poussa alors un cri d'agonie à fendre le ciel. Son corps, immense comme une montagne, s'effondra lourdement sur le sol. Tu laisses échapper un soupir de soulagement, et au même instant, une lueur perçante brille dans tes yeux. Cette expérience leur a permis de prendre clairement la mesure de la puissance d'un boss sauvage. Une fois l'excitation d'avoir survécu de justesse retombée, tous les regards se tournèrent simultanément vers le marquis de lave. Son énorme cadavre. Il était temps de récupérer le butin. La montagne de butin qui s'offrait à eux leur coupa le souffle. Rien que la quantité colossale de ressources de base suffisait à compenser des mois d'errance dans les terres sauvages. Quant à cet accessoire de cité de niveau 1, la coque de magma, il s'agissait d'un blindage de cité. Son apparence rappelait de la lave en fusion et il augmentait la défense de 10%. C'était un très bon accessoire défensif. Quant à l'arme de niveau 1, son apparence était extrêmement cool. Son effet était d'infliger des dégâts de brûlure à la cible touchée. Les regards des 3 seigneurs s'enflammèrent de convoitise. Finalement, tous les regards se focalisèrent sur le dernier objet. Cet objet de niveau 2 qui émettait une lueur profonde. Le type d'objet de niveau 2 était complètement aléatoire. Il pouvait s'agir d'une arme à feu de niveau 2, d'un accessoire de cité de niveau 2, etc. En réalité, au moment même où le marquis de lave avait été abattu, Li Jing et Legian t'avaient tous les deux regardé avec des yeux complexes et subtils. En tant qu'allié, ils craignaient autant que tu souffres que tu ne deviennes trop puissant. Mais toi, tu étais en pleine frénésie. Tu as tendu la main avec ferveur vers cet objet de niveau 2. D'après son apparence, il ressemblait à une radio rétro, sa coque parcourue d'une faible lueur fluorescente. Camouflage de cité, objet de niveau 2. Effet, une fois activé, génère un champ de camouflage. Permet à la cité de se fondre parfaitement dans l'environnement, la rendant invisible. Une sacrée trouvaille. Dans les exclamations de Li Jing et Legian se mêlait une envie difficile à dissimuler. Tu as pris cet objet de niveau 2 sans la moindre cérémonie. Conformément à l'accord initial. Le reste du butin ne te concernait plus du tout. En tant que partie la plus puissante de l'Alliance, et aussi celle qui avait le plus contribué au combat, Legian, en voyant le butin le plus précieux lui échapper, ne put s'empêcher de ressentir une pointe d'amertume. Mais les 536 unités de soie d'araignée de lave récoltées cette fois-ci suffirent à apaiser son regret. À ce propos, pourquoi veux-tu autant de soie d'araignée de lave? Comme toi, Li Jing le regarda avec curiosité. Legian réfléchit un instant, puis montra un plan de fabrication. Accessoire de cité de niveau 1, chenille de lave. Effet, augmente l'adhérence de la cité mobile de 10%. Confère à la cité mobile la capacité de grimper sur des pentes allant jusqu'à 30 degrés. D'après Legian,
C'est une récompense qu'il a obtenue en attaquant une ville de monstres. Comparé aux chenilles de niveau 1 améliorées de manière conventionnelle dans l'atelier de production. Ces chenilles de lave étaient bien plus efficaces, et pouvaient même permettre à la cité de grimper. Selon l'accord précédent, le reste du butin serait réparti entre le conquérant et l'azur selon un ratio de 60-40. Le partage du minerai de fer et des pièces d'or se déroula sans accroc. Mais lorsqu'il fut question du blindage de magma, une légère mésentente apparut. Comme le conquérant était le plus fort et avait le plus contribué, les Jian avaient plus de poids dans la discussion. Après quelques négociations, le conquérant obtint cet accessoire de cité. En compensation, l'azur reçut 300 unités de minerai de fer et 300 unités de charbon. Plus d'une heure plus tard, les trois camps se firent leurs adieux et se mirent en route, chacun partant dans une direction différente. C'est la loi des reins de la survie dans les terres sauvages, les cités mobiles ne voyagent jamais ensemble. Les ressources limitées ne peuvent pas faire vivre deux cités. Après avoir confié le camouflage de cité à l'ingénieur pour l'installation, tu as ouvert le panneau d'information. L'information de qualité épique avait déjà été mise à jour. Et son contenu, c'était les données sur les survivants humains des terres désolées jusqu'à ce jour. Cette information de niveau épique, c'était donc ça? Un éclair de joie a traversé ton regard. Quelle excellente information. Ces données te donnent une vision d'ensemble. Sur toutes les terres désolées. Tu ne t'attendais pas à ça. Il y a pas moins de 119 cités mobiles de niveau 1 dans les terres désolées. Et il y a même 3 cités de niveau 2. Mais ce qui te surprend le plus, c'est que le nombre de survivants dans les terres désolées s'élève encore à 170 000. Surpris, tu laisses échapper un soupir. Il reste moins de 3 mois avant la destruction totale des terres désolées. Sur ces 170 000 personnes, combien survivront à la fin? Après avoir organisé le tour de garde, épuisé, tu sombres dans un profond sommeil. Quand tu rouvres les yeux, il fait nuit noire dehors. Ayant récupéré tes forces, tu te promènes sur le pont. Le vent nocturne charrie l'odeur si particulière des terres désolées. Par habitude, tu affiches le panneau d'information. Le temps de recharge du système est justement terminé. Prochaine actualisation des informations dans 15 heures, 32 minutes et 52 secondes. Quantité d'informations, 5. Tu ne peux t'empêcher de secouer la tête. Le délai d'actualisation est de moins d'un jour cette fois. Ce ne sont sûrement que des infos fragmentées. Au cœur de la nuit, le demain est parfaitement silencieux. La plupart des membres d'équipage se reposent. Seuls quelques gardes sont encore à leur poste. Le poste de guet a été démonté. Tu profites de ce moment de tranquillité. Mais à cet instant précis, tu entends soudain un grondement lointain. La seconde d'après, un faisceau de lumière éblouissant déchire les ténèbres sans crier gare, enveloppant avec précision le demain. Tes pupilles se contractent violemment. Tu tournes brusquement la tête en direction de la source lumineuse. Dans l'obscurité, une silhouette d'acier, immense et menaçante, émerge lentement. Tu saisis rapidement tes jumelles pour observer cette cité mobile. Sur le drapeau de la cité, est peint un chien de chasse à crocs, d'un rouge écarlate. Tu reconnais instantanément ce nom tristement célèbre. Le fameux prédateur, le chien de chasse écarlate. Au même moment, un son de sirène, strident et rythmé, déchire le ciel nocturne. 2 coups de sifflet courts, 2 coups longs. Le message est clair, tu es devenu leur proie. Grâce à ton système d'information, tu connais parfaitement la puissance du chien de chasse écarlate. Il est équipé de 2 canons principaux de niveau 1, absolument mortels. Tandis que ton demain n'est équipé que de canons ordinaires et de mitrailleuses lourdes, incapables d'endommager une cité de niveau 1. Tu ordonnes donc en urgence au timonier d'accélérer pour prendre de la distance, puis d'activer le camouflage de la cité. Il ne faut surtout pas jouer les David contre Goliath. À cet instant, les 2 mastodontes d'acier entament une poursuite mortelle à travers les terres désolées. Les canons du chien de chasse écarlate déchirent l'air. Les obus sifflent en frôlant le demain. Chaque explosion le fait violemment trembler. Alors que tu es sur le point d'être touché, au moment critique, tu ordonnes au timonier d'éteindre toutes les lumières du demain. Après un virage serré et rapide, alors qu'il est sous les feux des projecteurs du chien de chasse écarlate, il disparaît comme par magie. Quelques minutes plus tard, le chien de chasse écarlate a complètement perdu sa cible. Son seigneur, incrédule, envoie 4 escouades de recherche, qui se jettent dans toutes les directions, tels des chiens de meute. Mais ils ne trouvent rien. Le gibier qui était à portée de main leur a filé entre les doigts. Dans un grondement de frustration, le chien de chasse écarlate bat en retraite, dépité. À bord du Tomorrow, alors invisible, tu pousses un long soupir de soulagement. C'est grâce au camouflage urbain, un objet de niveau 2 obtenu en tuant un léopard sauvage, que le Tomorrow a pu se fondre parfaitement dans l'environnement. C'est ce qui vous a sauvé la mise. Le soir tombe. Tu ouvres ton système de renseignement,
unique en ce monde. Il vient de se mettre à jour avec de nouvelles informations. À 15 km au sud-ouest, se trouve un convoi au repos. Ressources, villages, zone de friche. À l'ouest, la zone du bassin, une région de niveau 1. La cité mobile de niveau 1, le pionnier, a réussi à anéantir 2 cités pilleuses de niveau 1. La forteresse Roland est actuellement en proie à de graves conflits internes. Elle s'est scindée en une faction radicale et une faction conservatrice. Le bourg Baozi, une ville neutre, quittera les terres putrides demain. Parmi toutes ces infos, la 5e pique ta curiosité. Qui aurait cru qu'il y avait une ville de monstres neutres dans les terres putrides? Ta rencontre précédente avec la caravane de kobolds neutres t'avait déjà laissé un excellent souvenir. Alors, sans hésiter, tu changes la destination du Tomorrow. Cap sur les terres putrides. Le lendemain, à midi, le Tomorrow atteint cette région baignée d'une atmosphère de corruption. Après de longues recherches, vous découvrez enfin au sud-ouest l'étrange bourg Baozi. Sur le panneau à l'entrée, il est écrit « Le bourg Baozi est ouvert pour 3 jours. » L'administrateur du bourg mettra en vente une série d'objets précieux. Pour pouvoir les acheter, il vous faudra accumuler des points de contribution. Tuez les ennemis jurés du bourg Baozi, les hommes fourmis, pour obtenir des points. Au moment où vous entrez au cœur du bourg, l'administrateur du bourg Baozi se tient devant le bâtiment principal. Humains, bienvenue au bourg Baozi. J'espère que vous tuerez un grand nombre de ces détestables hommes fourmis pour obtenir des points de contribution. Et puis, la liste d'échanges présentée par l'administrateur homme champignon coupe le souffle à tout le monde. Ton regard reste rivé sur les articles de la liste. Toutes sortes d'objets précieux, un étalage éblouissant. À ta grande surprise, il y a même du minerai de givre, dont tu as un besoin urgent, ainsi que des cristaux de givre. Ce sont des matériaux essentiels pour fabriquer l'arme du plan de canon double léger de niveau 1 que tu avais obtenu. Et ce n'est pas tout, la liste contient même un objet de niveau 2. L'administrateur homme champignon te tend alors un insigne de mission. Chaque fois que tu tueras des hommes fourmis ou captureras un de leurs bastions, cet insigne calculera automatiquement tes points de contribution. Ensuite, tu organises une mobilisation d'urgence à bord du Tomorrow. Tous les habitants de la cité mobile sont réquisitionnés. Puis, tu utilises tout le minerai de fer stocké à bord pour fabriquer des balles et des obus, en particulier pour l'arme de niveau 1, le fusil d'assaut au chasseur. Une fois tous les préparatifs terminés, tout le monde, y compris toi, se met à chercher frénétiquement dans les terres putrides pour chasser l'homme fourmi. Peu de temps après votre départ, tu aperçois un groupe d'hommes fourmis. Ils sont à peu près de la même taille que les humains, de haute stature, avec une carapace solide. Mais sous le feu nourri de vos armes de niveau 1, ils tombent comme des épis de blé. Pendant les 2 ou 3 jours qui suivent, tout l'équipage du Tomorrow se met à farmer frénétiquement les hommes fourmis dans les terres putrides. À mesure que le Tomorrow s'enfonce, de plus en plus de bastions d'hommes fourmis apparaissent, certains étant même de niveau élite. Mais ils ne peuvent toujours pas résister à l'assaut des fusils chasseurs de niveau 1. Toutes sortes de postes de garde. Tu as démantelé les petites forteresses les unes après les autres, et tes points de contribution ont commencé à grimper en flèche. Ce n'est qu'après avoir accumulé près de 6000 points de contribution que tu as ordonné aux demain de retourner à Baozi Town. Pour fabriquer le canon de givre au plus vite, tu as dû renoncer à l'accessoire de niveau 2 qui coûtait 8000 points de contribution, et tu as préféré échanger immédiatement tes points contre ce cristal de givre. Et le plan du lance-roquette de niveau 1. Ensuite, tu as pris l'armure Baozi et les graines de pommier solaire, puis tu as utilisé le reste de tes points pour acheter uniquement du minerai de givre. Comme tu avais abattu un grand nombre d'ennemis ces 2 derniers jours, tu as aussi récupéré de manière inattendue plusieurs milliers de pièces d'or et quelques ressources de base. Mais la découverte la plus surprenante fut le plan d'un grand four. Après avoir entré le plan du grand four dans l'atelier de production, tout le monde a savouré les rares boissons gazeuses de ces terres désolées. Un sentiment de détente s'est installé. Ensuite, via l'atelier de production, tu as utilisé tous les cristaux et le minerai de givre pour forger le canon de givre de niveau 1 et les obus à bulles. En voyant l'apparence redoutable et la transparence cristalline du canon de givre, tu as poussé un soupir de soulagement. Tu avais enfin réussi à construire ce canon de niveau 1, renforçant encore la puissance du demain. Considérant que les ressources du demain étaient presque épuisées, et que l'équipage était exténué physiquement et mentalement après les combats intenses de ces derniers jours, tu as immédiatement ordonné au demain de se diriger vers la forteresse Roland, pour des réparations et des préparatifs. En même temps, tu as jeté un œil à l'interface du système. Il restait un peu plus de 2 jours avant la prochaine actualisation des informations. Et cette fois, le temps de rafraîchissement des informations était étonnamment long. Selon les règles du système de renseignement,
un délai de rafraîchissement aussi long signifiait forcément que des informations de grande valeur allaient apparaître. À la tombée de la nuit, le demain est arrivé sans encombre à la forteresse Roland. Pendant les 1 ou 2 jours suivants, tu as commencé à faire l'inventaire du butin de cette expédition et, après avoir planifié la production, tu as acheté une grande quantité de carburant pour remplir les réservoirs du demain, ramenant son niveau d'énergie à un seuil de sécurité de 60%. Juste après, tu as acheté comme d'habitude des légumes melons et tu as également fourni aux nouveaux résidents du demain des articles de première nécessité et des meubles. En regardant le demain, un sentiment de fierté t'a envahi. Le vaisseau compte maintenant entre 40 et 50 résidents. Il est équipé d'un fusil d'assaut au chasseur de proie de niveau 1 et d'un lance-roquettes Rafale de niveau 1, 4 cultures de niveau 1, un véhicule tout-terrain de niveau 1 et un canon de niveau 1. De plus, il possède un objet rare de niveau 2, le camouflage urbain. Un tel développement en à peine un demi-mois tenait du miracle. Une fois les réparations terminées, le demain devait repartir. Les nouvelles informations venaient d'être actualisées. Tu as ouvert le système de renseignement et commencé à planifier ton prochain itinéraire. Après tout, d'après les informations précédentes, dans un peu plus de 2 mois, la zone des terres arides serait complètement détruite pour une raison inconnue. Il te fallait passer au plus vite à une ville de niveau 2, pour te développer dans la zone de la nuit éternelle. Cette fois, ces nouvelles informations sont apparues. À 20 km au sud-ouest de la forteresse Roland se trouve un groupe de chasseurs à lame d'acier. À la lisière nord-est des terres putrides, il y a un petit champ de pétrole. La nuit dernière, le pionnier a facilement anéanti une ville en infériorité. Dans la région des hauts plateaux, une civilisation de monstres a émergé et représente une menace majeure pour l'humanité. Dans le canyon du tonnerre se trouve un chasseur de primes, qui cherche à vendre un véhicule volant de niveau 1. Dans 3 jours, le boss de terrain de niveau 1, Bal Gérimin, va apparaître à la mine de Grosse. Tu regardes la 5e information. Une lueur de fanatisme traverse ton regard. Un aéronef de niveau 1. Les usages de cet aéronef sont multiples. Il peut non seulement servir à la reconnaissance, mais aussi être équipé de canons pour devenir une unité d'attaque pendant les combats. Quant à la 6e information, elle fait battre ton cœur à tout rompre. Un autre trésor sauvage est apparu. Et plus important encore, la salle du trésor de ce boss contient un plan d'amélioration de cité de niveau 1. Ton regard se durcit. Il semble que tu doives l'obtenir à tout prix. Après tout, les avantages de passer à une cité de niveau 2 sont immenses. Quant à la 7e, l'information de niveau épique se fait toujours attendre. Tu prends rapidement ta décision. Te rendre à toute vitesse au canyon du tonnerre, pour prendre au chasseur de primes cet aéronef de niveau 1. Puis, filer vers les terres putrides pour exploiter le petit champ de pétrole. Une fois ces 2 tâches accomplies, tu retournes à la forteresse Roland, pour te préparer à la mission la plus urgente, l'attaque de la mine de Grosse, et de ce mystérieux trésor sauvage. Le Welan Ao et le Zengfu Zhao sont encore en réparation et en préparation à la forteresse. Tu trouves rapidement les Jing et les Jian, les 2 seigneurs des cités mobiles, et tu leur donnes l'information sur le trésor sauvage. Comme vous avez déjà coopéré une fois, vous vous faites suffisamment confiance pour former une équipe. Puisque tu es celui qui a fourni l'info, vous convenez que tu auras la priorité sur le butin autre que les objets de niveau 2, pour ne pas laisser traîner les choses, après une série de préparatifs intenses. Et une fois la répartition du butin décidée, vous partez en groupe dès le lendemain matin. Sur la mine de Grosse, de nombreux gobelins s'affairent en ce moment même. Soudain, ils perçoivent une vibration au loin. Une alarme stridente retentit sur toute la mine. Ils se mettent rapidement en alerte et saisissent leurs armes. Dans les forteresses, les tranchées, derrière les canons et les mitrailleuses, les gobelins prennent position les uns après les autres. Au son des 3 longues sirènes du Mingriao, le combat commence officiellement. Les canons des 3 cités mobiles ouvrent le feu simultanément. Un déluge d'artillerie s'abat instantanément sur la mine de Grosse. Cependant, les gobelins dans les tranchées font preuve d'une vitesse tactique surprenante. Coup des genoux au sol. Ils se couvrent la tête et les oreilles. C'est la position standard pour se protéger des bombardements. L'un des chefs gobelins hurle à plein poumon. Écraser ces insectes humains. Contre-attaquer. Aussitôt, les canons de la mine tonnent à l'unisson. Sous tes manœuvres expertes, le Mingriao se déplace sans cesse pour esquiver les tirs ennemis. Dans un grand fracas, le canon de givre du Mingriao fait feu. Une grande forteresse est instantanément engloutie par le froid glacial. En un clin d'œil, elle se transforme en statue de glace. Puis, le Mingriao tire un obus ordinaire, qui la réduit en d'innombrables éclats de glace. Pendant ce temps, le Zengfu Zhao, grâce à ses chenilles, escalade le flanc de la montagne et, d'une position dominante,
arrose les tranchées. 2 tirs sur les gobelins. Le Weyland Hao se rapproche rapidement de la mine. Son artilleur déchaîne un tir de barrage frénétique avec la mitrailleuse lourde de niveau 1. Pour renverser la situation, les gobelins sortent le canon perforant de niveau 1 de la mine. Un obus est tiré. Il déchire le blindage latéral de la cité du Zhengfu Zhao. Tu reprends tes esprits et ordonnes d'une voix forte, concentrez le feu. Détruisez ces 2 canons de niveau 1 en priorité. Pendant ce temps, des sueurs froides te parcourent l'échine. La discipline tactique et l'équipement de ces gobelins dépassent largement toutes nos prévisions. Ce qui se dresse devant nous, c'est une véritable ville. Dans cette vallée désolée et infestée de monstres, les humains ne peuvent survivre qu'en s'abritant dans ces forteresses d'acier, en collectant des ressources, et en chassant d'autres villes, se renforçant pas à pas pour survivre. Le premier combat a duré plusieurs heures avant de prendre fin. Les 3 cités mobiles se sont repliées pour se réorganiser. Dans l'ensemble, le bilan de la bataille est plutôt maigre. Plus de la moitié des forteresses sur la montagne ont été détruites. Les 2 canons de niveau 1 ont également été anéantis. Une fois que les 3 cités mobiles auront refait le plein d'obus et de munitions, elles pourront tout raser d'un seul coup. Mais alors que les 2 seigneurs poussaient un soupir de soulagement, toi, tu fronçais les sourcils. D'après le système de renseignement, la véritable menace n'était pas encore apparue. Les choses risquaient de ne pas se passer aussi bien que prévu. Et comme prévu, à cet instant, un rire perçant, un rire sardonique et empreint de folie, a soudainement retenti depuis les profondeurs de la mine. Personne ne me prendra ma mine. On vit alors un gobelin, visiblement plus costaud que les autres, surgir, jaillir d'une galerie de mines voisines. C'est sans aucun doute le boss sauvage mentionné dans les renseignements. Le contremaître Jérémie, ça ne fait aucun doute. À peine sorti, il a d'abord balayé du regard les fortifications de la montagne, complètement pulvérisées. La forteresse, les tranchées, ainsi que les 2 canons de niveau 1. Ses sourcils se sont immédiatement froncés, et il s'est mis à marmonner, « Regardez-moi ce gâchis. Non, non, ça ne va pas du tout. Il faut que je répare ça, et vite. » On l'a vu attraper la grande clé à molette qu'il tenait, et à une vitesse stupéfiante. Il a commencé les réparations. Tel un éclair vert. Partout où il passait, tout était réparé comme par magie, comme neuf. Vous 3 étiez complètement abasourdis. Il n'a mis, semble-t-il, qu'environ 3 minutes. Pour restaurer toutes les défenses de la montagne à leur état initial. Tu n'as pas pu t'empêcher d'essuyer la sueur de ton front. À ce rythme, les résultats de plusieurs heures de combat acharné des 3 cités mobiles étaient réduits à néant. Et pourtant, nous n'avions fait que détruire la plupart des défenses de la montagne. Nous n'avions même pas réussi à pénétrer à l'intérieur. De plus, bombarder les tranchées et les forteresses consomme des obus. Si ça continue, qui sait si nous pourrons nous le permettre. Mais maintenant que la guerre est déclarée, abandonner nous coûterait bien trop cher. C'est alors que tu as eu une illumination. Ce boss sauvage peut réparer les défenses à toute vitesse, mais peut-il ramener les gobelins tombés au combat à la vie? Li Jing et les Jian se sont regardés, et leurs yeux se sont illuminés. C'est vrai. Concentrons notre puissance de feu sur les gobelins. Si on les élimine tous, il ne pourra pas défendre la mine, même avec ses forteresses intactes. Alors, après une pause d'environ 1 heure, les 3 cités mobiles se sont réorganisées et ont lancé une nouvelle offensive. Les tirs d'artillerie visaient spécifiquement les tranchées et les forteresses où les gobelins étaient massés. Voyant ses compagnons tomber les uns après les autres, le contremaître Jérémie tremblait de rage. Brandissant sa clé à molette et sa pioche, il s'est jeté dans la bataille avec fureur. Cependant, si ce boss sauvage était supersonique pour les réparations, il n'était vraiment pas très résistant au combat. Mais ce type avait la peau étonnamment dure. Même touché par le tir d'un canon de niveau 1, il se relevait comme si de rien n'était. En voyant les obus s'épuiser, tu pousses un long soupir, il ne te reste plus qu'à le grignoter petit à petit, et le finir à l'usure, sous le feu incessant des 3 cités mobiles qui l'encerclaient. Même si ce contremaître était résistant, il a commencé à flancher. Finalement, il s'est effondré avec un bruit sourd. Bien qu'il se soit écroulé au sol, lorsque tout le monde s'est approché prudemment, ils ont vu l'énorme gobelin, le regard vide, qui marmonnait pour lui-même. « J'ai fait de mon mieux. Pardonnez-moi, votre majesté le roi. Votre grand projet d'expansion du territoire. Je ne pourrai pas l'accomplir. Votre majesté. » En entendant cela, vous 3 vous mettez à discuter. Des gobelins, et un roi? Ça ne voudrait pas dire qu'il existe un royaume gobelin. Rien que cette mine a été un sacré morceau. Alors un royaume entier. Je n'ose même pas imaginer leur puissance. Rien que d'y penser, ça donne la chair de poule. La civilisation monstrueuse mentionnée dans les renseignements. Se pourrait-il que ce soit les gobelins? Ensuite, vous examinez le butin lâché par le contremaître Jérémie.
Ton regard est rivé sur cette clé. Avec elle, tu pourras ouvrir la salle de stockage et obtenir le plan d'amélioration de cité tant convoité. Tu t'éclaircis rapidement la gorge. Selon notre accord, pour tout le butin à l'exception des objets de niveau 2, j'ai la priorité de choix. Tu saisis donc la clé sans hésiter. Li Jing et les Jian hochent la tête, sans objection. Juste après, vous examinez tous les 4 objets de niveau 1, le gilet de travail robuste du contremaître, la clé à molette universelle, la gourde de voyage Goblin, le plan de conception des nouilles instantanées Kang Shuebo, et la batte de baseball du joueur en or gobelin. Tu ne peux t'empêcher de t'exclamer, ce sont tous de super objets. Si je porte le gilet du contremaître, je pourrais presque me balader tranquillement dans la zone des terres désolées, cette zone de niveau 1. Quant à la clé à molette universelle, elle peut améliorer l'efficacité des réparations. La gourde de voyage Goblin est assez magique, elle peut même générer une pleine gourde d'eau douce chaque jour. Le plan de conception des nouilles instantanées est aussi excellent, chaque unité de farine permet de fabriquer 5 bols de nouilles. Finalement, après le partage du butin, tu obtiens le plan Kang Shuebo, le plan de conception des nouilles instantanées. Les Jian reçoit l'objet de niveau 2, la batte de baseball du joueur en or gobelin. Le reste est attribué à Li Jing. Mais il n'y a pas que le butin. Cette mine de grosse renferme encore beaucoup de ressources minières. Après avoir éliminé les gobelins restants, vos 3 groupes délimitent vos propres zones d'extraction. Pendant que le minage est en cours, tu te précipites vers la salle de stockage de la mine avec la clé. Et à ta grande surprise, à l'intérieur, en plus du plan crucial d'amélioration de cité, il y a aussi un tas de précieux minerais amassés par les gobelins, 320 unités de cuivre, 164 unités d'argent, et 75 unités d'or. En voyant ça, tu as un sourire jusqu'aux oreilles. Tu ordonnes à tes hommes de transporter rapidement ces minerais vers l'Arche de Demain. De retour dans ta chambre, le cœur battant d'excitation, tu déplies lentement le plan d'amélioration de cité. Amélioration de cité mobile niveau 1. Requiert les ressources de niveau 1 suivantes. En lisant les exigences, tu manques de t'étouffer. Ces conditions sont bien trop strictes, tu restes un peu bouche bée. Il va falloir y aller pas à pas. C'est difficile, mais avec le plan en main, au moins, il y a de l'espoir. À ce moment-là, le ciel d'azur et le conquérant ont eux aussi presque fini de miner. 3 cités mobiles se mettent en route ensemble, retournant à la forteresse Roland, se préparant à se réorganiser et à digérer les butins de guerre. Sur le chemin du retour, vous êtes sur le pont, le vent caressant votre visage, et vous ouvrez nonchalamment le système d'information. À ce moment, l'information de niveau épique vient d'être mise à jour. À votre grande surprise, cette information épique est particulièrement spéciale, la carte de la zone des terres désolées est maintenant complète. Sceptique, vous cliquez dessus, et une carte détaillée apparaît instantanément sous vos yeux. D'après la carte, la partie sud de la zone des terres désolées où vous vous trouvez est composée du feu et de la forêt, du canyon du tonnerre, et des terres putréfiées, des lieux familiers. Mais en y regardant de plus près, vous réalisez que toutes ces zones combinées ne représentent que 19% de la superficie totale des terres désolées. Il s'avère que la zone où vous avez opéré jusqu'à présent n'est qu'un petit coin des terres désolées. Vous déplacez votre regard vers le centre de la carte, où vous découvrez une immense étendue de ruines de villes à perte de vue, jouxtant une gigantesque forêt. Ces 2 zones représentent ensemble 23% de la carte. En regardant à l'est, un labyrinthe mobile d'une taille stupéfiante s'y trouve, occupant 17% de la superficie. Rien que d'imaginer s'y perdre vous donne la chair de poule. À l'ouest, c'est une chaîne de montagnes ininterrompue, qui semble difficile à traverser. Elle s'étend majestueusement sur 21% du territoire. Mais ce qui vous surprend le plus, c'est la région nord. Il n'y a pas de terre, mais un immense lac d'eau douce, nommé le lac Jingli. Plus incroyable encore, il occupe à lui seul 20% de la superficie totale des terres désolées. Maintenant que vous avez une vue d'ensemble de la région, il est temps de réfléchir à la direction que doit prendre le demain. Vous vous caressez le menton, pesant soigneusement vos options. En regardant cette vaste étendue tranquille sur la carte, un sentiment de curiosité intense vous envahit. De plus, vous aviez obtenu l'information que votre destination finale se trouvait au nord. Vous décidez donc de vous reposer un jour ou 2 à la forteresse Roland, de vendre une partie de votre butin au marché, de rassembler suffisamment de ressources, puis de mettre le cap sur le nord. Mais alors que, plein d'anticipation, vous dirigez lentement le demain vers la forteresse Roland, la scène qui s'offre à vos yeux vous frappe comme la foudre. La forteresse Roland, autrefois si majestueuse et imprenable, est maintenant plongée dans un océan de flammes. Les cris et les pleurs désespérés des survivants se mêlent au vacarme des bâtiments qui s'effondrent en brûlant. Le son assourdissant perce le ciel assombri.
Dans ce monde infesté de monstres, les humains ne peuvent survivre qu'en s'accrochant à des cités mobiles. Et ces cités mobiles sont divisées en deux factions, la faction nomade et la faction forteresse. La faction nomade, comme votre demain, regroupe les cités mobiles qui parcourent le monde à la recherche de ressources, sans attache. La faction forteresse, ce sont ces cités mobiles qui se regroupent en un lieu fixe. Bien que la faction forteresse dispose d'un plus grand espace, elle est contrainte de défendre une position unique, ce qui la rend extrêmement vulnérable, à l'image de la forteresse Roland sous vos yeux. Ce bastion, autrefois si prospère, n'est plus qu'un champ de ruines jonché de cadavres. Cette grande forteresse qui abritait autrefois plus de 2000 personnes ne compte plus qu'une centaine de survivants. Il y a peu, la tristement célèbre cité prédatrice, le Molosse écarlate, a utilisé ses 2 canons de niveau 1 pour faire sauter les portes sans effort, puis a utilisé son propre convoi comme appât, pour attirer un nid de cadavres à l'intérieur de la forteresse. Cette cité prédatrice, après avoir profité de l'occasion pour piller toutes les ressources de la forteresse, est tout simplement partie sans se retourner. Votre regard vacille. Bien que vous sachiez que ce monde est sans pitié, voir sous vos propres yeux le foyer de tant de survivants être anéanti, il était inévitable de ressentir un pincement au cœur après avoir perdu le foyer qui assurait leur survie. Les survivants n'avaient alors que 2 options, soit partir errer à l'aventure, soit choisir de rejoindre une cité mobile comme le Tomorrow. Presque tous choisirent la seconde. Il faut dire que dans ces terres désolées et toxiques, infestées de monstres, survivre en pleine nature relève de l'exploit. Mais tu faisais face à un dilemme. Le Tomorrow avait un besoin urgent de main-d'œuvre. Cependant, il ne pouvait pas accueillir autant de monde d'un seul coup. Après réflexion, tu as décidé de ne recruter que 40 personnes cette fois-ci, et de ne sélectionner que les meilleures. Ces 40 nouvelles recrues permirent de combler le manque de personnel. À ta grande surprise, l'une d'entre elles s'est portée volontaire pour être vigie. C'était Lynchia, la fille du seigneur de la forteresse Roland. Tu as rapidement rassemblé tout le monde pour annoncer tes décisions, ainsi qu'une série de nouvelles règles hiérarchiques. Ensuite, le Tomorrow a repris sa route vers le nord comme prévu. Quelques jours plus tard, depuis la tour de guet, tu scrutais l'horizon. Je ne pensais pas qu'on arriverait si vite au cœur des terres dévastées. À mesure que vous approchiez, les ruines de la ville se dessinaient plus nettement devant toi. C'était une véritable vision d'apocalypse. D'après tes estimations, cette ville devait autrefois abriter près d'1 million d'habitants. Une cité de cette taille. Tu ne pus t'empêcher de te frotter les mains d'excitation. Dans les ruines d'une ville, tu pouvais envoyer tes hommes récupérer les barres d'armature dans le béton des bâtiments, ramasser les marmites, bols, louches, et les vieux appareils électroménagers pour leur métal, pour ensuite tout jeter dans la fonderie du Tomorrow et le refondre en lingots. Quant aux meubles des immeubles, ils pouvaient être démontés pour récupérer du bois. Tu avais prévu de t'installer dans ces ruines pour environ une semaine, afin de collecter le plus de ressources possible. À ce moment, il restait encore plusieurs heures avant l'actualisation du nouveau canal. Tu as choisi un emplacement potable à la périphérie. C'est là que tu as fait accoster le Tomorrow, avant de donner une série d'ordres. Duo-shoot enfant en attente dans le poste de pilotage. La vigile Lynchia, responsable de la surveillance. L'artilleur Ningwen en position près du canon de givre. Le vieux Zhu dirigeant les combattants, répartis en 2 groupes. Un groupe en position près des canons standards et des mitrailleuses, l'autre en alerte au sol. Le mécanicien Lin Wu, à la tête de son second et de 4 membres du personnel logistique, poursuivait les travaux de maintenance sur le Tomorrow. 15 résidents chargés de l'extraction des ressources à l'extérieur prirent la plateforme élévatrice pour descendre au sol et commencer la collecte. Dans les heures qui suivirent, chaque équipe s'attela à sa tâche. Mais alors que tout se déroulait sans accroc depuis une dizaine de minutes, au loin, une série de violentes détonations a soudainement retenti. Ça venait du centre de la ville. On aurait dit des tirs de canon. Comme tu ne connaissais rien des secrets de ces ruines, tu ne te sentais pas du tout en sécurité. Il fallait absolument obtenir des informations sur la zone. Pour l'instant, le Tomorrow avait déjà fabriqué 4 véhicules tout-terrain de niveau 1. Tu as donc divisé ces 4 véhicules en 2 convois. En y ajoutant l'hélicoptère Gobelin piloté par Ling Wu, ils partirent en reconnaissance et pour faire un peu de nettoyage. Il faut dire que les ruines de la ville grouillaient de monstres. Hommes sangliers, gobelins, hommes serpents, hommes fourmis. Daignols. Certains de ces monstres patrouillaient en petites escouades. D'autres se regroupaient autour de feux de camp, tandis que certains restaient terrés dans leur nid. La plupart étaient armés d'épées et de gourdins, mais certains portaient carrément des armes à feu, voire des lance-roquettes. Et ce n'était pas tout. Des mitrailleuses lourdes et des canons tigres ont été installés dans notre base. Tu reposes tes jumelles, tu essuies la sueur de ton front. Tu ne comprends pas. Pourquoi les monstres de ces terres désolées sont-ils si résistants?
Au cours des heures qui ont suivi, tout le monde est rentré peu à peu avec le butin de leurs expéditions, des pièces d'or, du minerai de fer, du charbon. Et à notre grande surprise, il y avait même quelques produits finis de qualité standard. Toutes sortes de ressources se sont progressivement amoncelées devant toi, formant une petite montagne. Mais le plus surprenant, c'est que l'escouade numéro 1, après avoir abattu un capitaine d'élite, de type chacal, a récupéré par hasard un plan de construction de ville de niveau 1, la capsule de simulation d'entraînement urbain. C'est quoi ce truc? Tu as froncé les sourcils, perplexe. Après avoir lu attentivement les instructions du plan, tes yeux se sont écarquillés. Cette capsule de simulation d'entraînement urbain peut créer des scénarios d'entraînement correspondants. Et pour créer ces scénarios, il faut y entrer des données précises et adaptées. Par exemple, pour s'entraîner au combat, il faut saisir les données de ses propres armes, ainsi que les données de base de l'ennemi ciblé. Tu t'es aussitôt frotté les mains, tout excité. Cette fois, on a vraiment trouvé le gros lot. Avec cette capsule de simulation d'entraînement urbain, on va pouvoir former des combattants professionnels, mais aussi des spécialistes comme des mécaniciens et des artilleurs. On pourra même simuler des combats contre des villes mobiles ennemies et former des gens à des compétences de vie. Tu as rapidement entré le plan dans l'atelier de production et utilisé les ressources nécessaires. Au niveau intermédiaire, la capsule de simulation d'entraînement urbain a été construite. Juste pour essayer. Tu as entré les données du livre de conduite que tu venais de récupérer lors de ton expédition. Tu t'es ensuite allongé sur le siège et tu as mis le casque de connexion. Ta conscience a alors pénétré dans un espace de données cubiques, et une version rudimentaire de la voiture Gianmo est apparue devant toi. Tu es monté à bord et tu as commencé une série de manœuvres. Même si l'équipement de la capsule est basique, au moins, ça fonctionne pour l'entraînement. Par la suite, tu as utilisé le scanner pour entrer les données de tes propres armes de niveau 1, la mitrailleuse lourde et le canon de givre. Tu as aussi envoyé les escouades 1 et 2 chercher des cadavres de monstres pour les scanners. Ensuite, tu as fait entrer Laozu et les autres dans la capsule pour qu'ils s'entraînent à tour de rôle. Après quelques sessions, ils ont même délibérément augmenté le nombre et la difficulté des monstres, créant ainsi des scènes de combat dans des marais, des plaines ou des villes. On dirait qu'avec ça, le niveau du personnel du Mingriao va considérablement augmenter. Ensuite, tu as ouvert le panneau système. Les nouvelles informations venaient d'être mises à jour. Cette fois, 5 nouvelles informations sont apparues. Il y a 16 communautés de survivants dans les ruines de la ville. À la lisière ouest de la ville, il y a une gare occupée par des monstres. Une rue commerçante se trouve à 25 km au nord-ouest. Il y a un camion-citerne renversé. Il y a une ville mobile monstrueuse qui patrouille dans la ville. Attention aux boss de zone de niveau 1. La zone du lac paisible a également été conquise par le Jimuao. Parmi ces informations, la deuxième a particulièrement attiré ton attention, une gare ferroviaire envahie par les monstres. Il y a peut-être plusieurs trains à l'arrêt dans cette gare. Leurs wagons peuvent être démontés et refondus pour en faire de l'acier. C'est bien plus facile que de s'échiner à briser du béton pour en extraire les barres d'armature. Quant à la troisième information, elle t'a agréablement surpris. Un camion-citerne contenant plus de 500 unités de pétrole, et il n'est pas très loin. Le convoi vient d'être assemblé, il a un besoin urgent de carburant. Cette fois, ça devrait nous tenir un bon moment. Mais la quatrième information t'a laissé pantois. Une cité mobile monstrueuse? C'est quoi encore ce délire? Tu as pris une profonde inspiration. Déjà que tu avais vu des gobelins capables de piloter des hélicoptères. Et ça te paraissait déjà assez dingue, tu ne t'attendais pas à tomber sur une créature capable de piloter une cité mobile. La cinquième information a rendu ton expression encore plus sombre. Cette fois, un boss sauvage est apparu dans les terres dévastées, mais il a été capturé par une cité mobile nommée la Jianmoao. Capturé. Ça veut dire que ce boss sauvage est maintenant sous les ordres de la Jianmoao, tout comme Wukong. Ton visage s'est assombri. Tu avais déjà été témoin de la puissance d'un boss sauvage. Et à en juger par ça, la Jianmoao, capable de soumettre un boss sauvage, doit être encore plus terrifiante. Une fois que tout le personnel a été rappelé sur le pont, tu as ordonné à la mine Griao de se diriger vers le nord-ouest. Au bout de la rue, un camion-citerne était renversé. Tu as immédiatement envoyé des hommes faire le plein. En même temps, tu as déployé 2 convois. L'un pour explorer la périphérie des ruines, l'autre pour la zone centrale. Les 2 équipes sont parties rapidement. Quant à la mine Griao, elle est restée stationnée dans les environs pour poursuivre les inspections. Pour ne pas rester inactif, tu as décidé de renvoyer les résidents à l'extérieur, pour continuer à collecter du métal. Ce à quoi tu ne t'attendais pas, c'est que même dans la périphérie de ces ruines, il y avait encore pas mal de factions. 2 chasseurs de primes, 3 convois de survivants, et une cité mobile de niveau 1. Les chasseurs de primes et les convois de survivants
n'ont même pas osé s'en prendre à la mine Griao. Ils ont tous prudemment gardé leur distance. Et sont partis à la hâte. Quant à cette cité mobile de niveau 1, elle semblait prête à agir, observant de loin. Mais après avoir remarqué que la mine Griao possédait des canons de niveau 1, cette cité mobile a vite abandonné l'idée et a détalé en panique. Ce n'est qu'une fois qu'elle a été loin, que tu as ordonné de lever l'état d'alerte général. Les heures passaient. Bientôt, la nuit profonde est arrivée. Alors que tu dormais profondément, tu as été réveillé par une série de légères secousses. Tu t'es précipité vers la tour de guet en empruntant la passerelle. À cet instant, aucune lumière n'était allumée sur toute la mine Griao. En arrivant au sommet de la tour, tu as été surpris de découvrir que Ling Xia était encore de garde. Le bruit vient du nord-est, à plus d'1 kilomètre. C'est sûrement un gros truc, dit-il en te tendant les jumelles. Tu as hoché la tête, pris les jumelles et regardé en direction du nord-est. La silhouette de l'engin était immense, elle faisait plusieurs dizaines de mètres. Sur sa coque, il y avait un grand point lumineux et des dizaines de plus petits. C'était de toute évidence une cité mobile. Une cité qui filait à toute allure à travers les terres désolées, pour échapper à une horde de créatures mutantes qui la pourchassaient sans relâche. Dans ce monde post-apocalyptique infesté de créatures mutantes, les humains ne peuvent survivre qu'en s'accrochant à des cités mobiles, en pillant des ressources, en recrutant des talents et en chassant d'autres forteresses pour se renforcer, luttant pour leur survie. Tu t'es rapidement emparé du porte-voix de la tour de guet. Tang Fan, active immédiatement le camouflage urbain de la mine Griao. Au moment où le camouflage s'est activé, la mine Griao s'est instantanément fondue dans l'environnement. La seconde d'après, le projecteur de l'autre cité a balayé la zone. Cependant, il n'a éclairé qu'un pâté de vieux immeubles. Cette fois encore, la mine Griao a échappé au danger grâce à son camouflage urbain. Tout en te sentant soulagé, tu as jeté un œil à l'autre cité. N'ayant pas de cible, cette cité mobile n'a pas semblé s'en soucier. Elle a changé de direction pour s'engager dans une rue voisine. Grâce à tes jumelles et aux lumières sur son pont, tu as pu distinguer son apparence. C'était, à ta grande surprise, une cité mobile dirigée par des gobelins. Une cité mobile pilotée par des gobelins. Sur le moment, tu n'as trouvé aucun mot pour décrire ce que tu ressentais. Sur le pont de cette cité mobile, les gobelins, aux pas parfaitement synchronisés, s'affairaient avec une discipline impressionnante. Chefs de combat, guetteurs, artilleurs mécanisés. Tous les spécialistes qu'on s'attend à trouver sur une cité mobile, cette cité gobeline les avait tous. Elle était même équipée de canons standards, de mitrailleuses lourdes et d'un blindage de cité de niveau 1. Il semblait aussi qu'elle avait amélioré toute une série d'accessoires. Tu n'as pas pu t'empêcher d'essuyer la sueur de ton front. Peu de temps après, la cité mobile gobeline a commencé à s'éloigner. Une fois la menace écartée, tu as ordonné au main Griao de désactiver son camouflage urbain. Cet équipement est très utile, mais il consomme énormément d'énergie de la cité. Quand tu t'es réveillé, le jour était déjà levé. Les deux convois sont revenus l'un après l'autre, apportant chacun leurs nouvelles. D'abord, le convoi numéro 1. D'après les membres de l'équipe, ils ont découvert une communauté de survivants, d'une taille considérable. Quant au convoi numéro 2, tu as remarqué que leur véhicule tout-terrain était criblé d'impacts de balles. De toute évidence, ils avaient subi une attaque. Et les membres du convoi ont rapporté une nouvelle absolument explosive. En se dirigeant vers le centre-ville, ils sont tombés par hasard sur le Jingong Liekan à la périphérie. Cette cité prédatrice a immédiatement ouvert le feu avec les mitrailleuses lourdes de son pont, et a commencé à les arroser de tirs, utilisant même plusieurs de ses canons pour les bombarder. Voyant le convoi s'échapper, elle a même lancé des véhicules de poursuite à leur trousse. La course-poursuite a duré un long moment avant de prendre fin. Ils ont choisi une rue discrète pour passer la nuit et sont rentrés précipitamment dès le lever du jour. Tu as poussé un soupir de soulagement et tapoté l'épaule d'un des membres. L'important, c'est que tout le monde soit sain et sauf. Je ne m'attendais pas à ce que le Xingong Liekan soit aussi ici. Mais pourquoi cette cité prédatrice est-elle venue? Après un moment de réflexion, tu as vite compris. Ces ruines urbaines sont en fait le cœur même des terres désolées. Ancien centre-ville, elles regorgent de ressources, et de nombreuses cités mobiles et convois y viennent. Maintenant, le main Griao possède un canon de niveau 1 et un convoi équipé de lance-roquettes Rafale. Face à cette cité prédatrice, nous avons au moins une chance de nous battre. Au moins, nous ne serons pas obligés de fuir comme la dernière fois. C'est à ce moment-là que la voix de Lynxia a soudain retenti depuis la tour de guet. Attention. À 3 km au nord-est, une cité mobile se dirige droit sur nous. Ton visage s'est décomposé. Sans même prendre le temps de réfléchir, tu as hurlé d'une voix forte, tout le personnel de combat du main Griao, à vos postes, immédiatement.
Civils, aux abris, tout de suite. Au moment où tu as saisi tes jumelles, tu as reconnu la cité qui approchait. Ce n'était autre que le Xinong Liekang-ao. En voyant cette cité prédatrice, Lynxia est devenu blême. À peine quelques jours, et leur ennemi juré était déjà de retour. Le Xingong Liekang-ao avait clairement repéré le Mingriao. Il a commencé à accélérer lentement, puis a émis 2 coups de sirène courts et 2 longs. Comprenant son message hostile, tu as eu un rictus méprisant. Alors, allons-y. On verra bien qui est le chasseur, et qui est la proie. Mais face à toi se tenait le Xingong Liekang-ao. Il y a 8 canons ordinaires au total. Leur puissance de feu est absolument écrasante. Face à une nouvelle charge des chevaliers, tu tires brusquement sur les commandes et forces le Mingriao dans un dérapage latéral des plus risqués. Tu évites l'explosion, puis t'élances à toute vitesse dans les rues en ruine. Le Xingong Liekang-ao accélère et continue sa poursuite acharnée, la distance entre vous se réduisant de plus en plus. Tu comprends alors que ton adversaire cherche justement à se rapprocher. Pour un combat en duel. Dans ce genre de mêlée brutale à très courte portée, l'adversaire, avec sa puissance de feu et son personnel écrasante, a la victoire assurée. Tu ordonnes donc sans hésiter d'accélérer pour maintenir la distance. Cependant, à ce moment-là, les 4 escouades de véhicules du Xingong Liekang-ao arrivent déjà au loin. Elles foncent à toute allure. Leur objectif, attaquer les chenilles du Mingriao. Tu déploies aussitôt les escouades 1 et 2, bien qu'elles soient en infériorité numérique. Mais les escouades du Mingriao sont composées de véhicules tout-terrain de premier niveau, équipés de lance-roquettes de premier niveau, tandis que ceux de l'ennemi ne sont que de classe ordinaire. Ainsi, lors d'une rafale à courte portée, l'escouade numéro 2 du Mingriao ne subit que de légères pertes. Le véhicule tout-terrain du Xingong Liekang-ao, lui, est pulvérisé par une roquette. Sur le pont, l'artilleur Ningwen, totalement concentré, fait feu avec son canon de glace. Mais ce précieux obus est esquivé par une manœuvre agile du Xingong Liekang-ao. Il frappe un bâtiment sur sa gauche, le transformant instantanément en une sculpture de glace. Cette erreur ébranle Ningwen, mais ce qui lui donne des sueurs froides, c'est que les 2 canons de premier niveau du Xingong Liekang-ao sont prêts à tirer. Les 2 canons de premier niveau font feu simultanément. La seconde d'après, 2 obus explosent près du Mingriao. L'onde de choc déferle, charriant avec elle des débris de bâtiments et des flammes. Le blindage gauche et les chenilles du Mingriao sont endommagées. La vitesse du Mingriao chute brutalement. Quelques secondes plus tard, le Xingong Liekang-ao lance une nouvelle salve de canon. Un déluge d'explosions s'abat à nouveau sur le Mingriao, qui ne peut que riposter tout en fuyant. Le combat entre les 2 cités mobiles atteint alors son paroxysme. À cet instant critique, le canon de glace opéré par Ningwen fait feu une nouvelle fois. Cet obus frappe avec précision le côté inférieur gauche du Xingong Liekang-ao. Il gèle instantanément une partie de ses chenilles et de ses pneus. Le Xingong Liekang-ao, qui filait à toute vitesse, perd aussitôt le contrôle et s'encastre violemment dans un immeuble. Saisissant cette occasion en or, les canons ordinaires du Mingriao ouvrent le feu en continu. Les obus explosent les uns après les autres sur le Xingong Liekang-ao. Mais c'est alors que le Xingong Liekang-ao se met soudain à tirer tout autour de lui. En un instant, un immense nuage de fumée se propage. La vision est complètement obstruée. En voyant l'épais nuage de fumée devant toi, tu pèses le pour et le contre un instant, puis tu donnes immédiatement l'ordre de battre en retraite. Tu aimerais beaucoup pousser ton avantage, mais avec l'ennemi dissimulé dans la fumée, il est difficile de le toucher. De plus, la chenille gauche du Mingriao est gravement endommagée et il perdra bientôt toute sa mobilité. Quelques minutes plus tard, le Xingong Liekang-ao émerge lentement de la fumée. Mais le Mingriao a disparu depuis longtemps. Après avoir atteint un endroit isolé, tu ordonnes au Mingriao de s'arrêter. Cette bataille. Les pertes sont globalement dans les limites de l'acceptable. Tu es même un peu surpris, parce que le Mingriao a réussi à tenir tête à une cité prédatrice comme le Xingong Liekang-ao. À ce moment-là, à l'intérieur de la cité, les habitants commencent à nettoyer le pont. Les mécaniciens mènent les équipes de réparation d'urgence. Le Mingriao est instable. Le personnel de soutien s'occupe des blessés. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant? Continuer l'attaque sur le nouveau chien rouge ou se replier? Tu fixes les braises mourantes dans la forge, sans dire un mot. Cette bataille a consumé une quantité massive de munitions, et nous avons subi des pertes. Si on choisit de partir, tous ces sacrifices auront été vains. C'est alors qu'une idée te traverse l'esprit. Tu as trouvé un plan. Une demi-heure plus tard, vous êtes à bord d'un véhicule tout-terrain. En direction de la plus grande communauté de survivants au milieu des ruines, la communauté Firefly. Apprenant qu'un seigneur de cité mobile est de passage. Le responsable de la communauté, un homme que l'on surnomme 8 visages, se hâte à votre rencontre. Tu vas droit au but. Quand il apprend que tu es là pour faire du commerce,
et que tu peux fournir à la communauté des armes de premier niveau, des récoltes de premier niveau et même des véhicules tout-terrain de première catégorie, il peine à dissimuler son enthousiasme. Mais quand il apprend que tu veux t'allier avec eux pour affronter une cité prédatrice,